une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. Je suis PH Quentin, avec moi Doom Plante, le retour. Oh yeah! Aujourd'hui, le retour de Jeff Yates qu'on a reçu là 2-3 ans. Puis on avait parlé, c'était vraiment au cœur de la pandémie, puis on avait parlé de, tu sais, lui en fait, c'est un journaliste chez Radio-Canada qui travaille avec pour l'émission Les Décrypteurs, qui font beaucoup de déboulonnage de mythes, puis de fact-checking, puis d'enquêtes dans les mondes conspirationnistes et dans le monde du web en général. Puis on avait parlé justement de mouvements conspirationnistes à l'époque. Puis là, aujourd'hui, on a fait une espèce de, premièrement, une espèce de où en est les mouvements conspirationnistes aujourd'hui. Qu'est-ce qui en reste de ces mouvements-là qui ont vraiment pris de l'ampleur dans la pandémie. On voulait aussi lui parler, en fait, lui, comme on disait, il est journaliste chez Radio-Canada. Puis là, maintenant, on sait, Meta bloque les publications qui viennent de journaux, de médias crédibles. Donc comment ça les affecte, puis pourquoi qu'on en est là, comment ça fonctionne, le projet de loi C-18 c'est quoi. Fait qu'on a parlé c'est ça, de l'impact puis de ces compagnies-là, tout le pouvoir qu'ils ont. Puis on a parlé aussi d'intelligence artificielle, ChatGPT, Midjourney, puis c'est quoi en fait selon lui l'impact que ça va avoir dans le futur. Puis moi j'ai exprimé mes craintes par rapport à tout ça, puis c'était vraiment c'est un gars qui connaît son sujet, comme on dit. Ouais. Fait que c'est toujours fascinant d'en apprendre sur tous ces domaines-là. Puis Jeff qui est quand même optimiste, malgré tout, par rapport au futur, par rapport aux technologies. Puis ça fait quand même du bien parce que ça peut devenir angoissant, comme on dit. Fait qu'on vous souhaite un bon podcast. Bonne écoute. Le podcast est présenté par Vidéo Créateur Pro. C'est une formation en ligne pour apprendre à développer ses aptitudes en vidéo, que ce soit la capture des images, comment fonctionnent les caméras et le montage, tout ça. Si vous pensez que d'être capable de produire des belles vidéos peut vous servir, puis je pense que ça peut servir à vraiment beaucoup de monde en 2023 d'être capable de faire des belles vidéos, que ce soit juste pour faire du beau contenu sur vos réseaux sociaux ou pour votre business, pour votre job, pour toutes sortes de raisons qu'on voudrait faire des vidéos intimes Peut-être. Imagine, tu suis la formation pour faire vraiment des vidéos artsy avec incroyables ton vidéos. partenaire ou ta partenaire. La formation, c'est quoi? C'est 45 minutes où est-ce qu'ils vous donnent leurs 10 meilleures astuces. Puis quand je dis il, là, je parle de il. C'est qui il? C'est Henri et Neri de la compagnie HXN, qui est une compagnie de production vidéo. Puis là, vous dites, ouais, mais c'est qui eux autres? C'est des professionnels. Des Okay? Nous, avec le Studio SF, on a travaillé avec eux. On a fait faire une vidéo de promotion du studio avec eux. Ça a été vraiment... On était vraiment satisfaits. C'était impeccable. Ils ont travaillé avec moi aussi, en mon nom personnel, avec Sport Expert. On avait une collaboration avec Sport Expert, puis c'était eux qui avaient été mandatés de faire les vidéos incroyables. Ils ont travaillé avec Wattier Cosmétiques. Ils ont travaillé avec la Croix-Rouge. Donc, ils connaissent leur affaire. Puis ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est rendre accessible des techniques professionnelles pour que vos vidéos aient l'air pro. Fait que si vous voulez plus d'informations, déjà plongez dans cette formation-là. Le lien va être dans la description du podcast. Fait que merci aux boys pour nous faire confiance. Puis merci à vous de supporter ceux qui supportent le podcast. C'est gratuit, fait que... C'est gratuit. Comment refuser? Dur à dire. Manscaped! C'est l'heure de parler de Manscaped! Avez-vous des balls? Il y en a-t-il qui ont des balls? Bon, blague à part. Manscaped, on les aime. Manscaped, c'est une compagnie de produits pour hommes qui font toutes sortes de produits pour le soin pour l'entretien en fait de votre pilosité ou votre hygiène personnelle Ou votre peau, hein? ou votre peau, juste pour être bien dans le fond. On vous parle aujourd'hui du Ultra Smooth Package. Ce que c'est un package avec principalement un rasoir, ma foi très agile et très précis et vraiment qui est conçu en fait principalement pour la région des bijoux de famille, comme on pourrait dire poliment. On commence la publicité en disant Manscaped qui ont des balls
pour les régions de famille qu'on pourrait dire. Puis dans ce kit-là, il y a d'autres choses. Je vais t'en parler. Ouais, dans ce kit-là, en fait, il y a le gel, pour raser sans irriter, évidemment. Vous savez que cette région-là, irriter, ceux qui en ont une région de même, OK? Irriter, c'est poche. C'est très littéralement poche. Quand la poche est irritée, c'est poche. Puis ensuite, on a un exfoliateur pour s'assurer d'éliminer les poils incarnés. Puis, parce que ça aussi, un poil incarné sur le sachet, C'est plat. pas grand... il n'y a pas grand-chose de pire que ça. Ça, tout ça vient dans le Ultra Smooth Package. Si vous voulez, vous le procurez ou vous procurez n'importe quel autre produit de nos préférés chez Manscaped. Vous pouvez utiliser le code promo sans filtre pour 20% de rabais, livraison gratuite. Puis c'est tout ce que vous allez avoir besoin pour l'entretien sous la ceinture. Merci Manscaped. Merci à vous. Cool, ça roule. Merci d'être là. Ça fait plaisir, merci pour l'invitation. Yes. C'est un bout. Le grand retour. Ça fait longtemps, mais ça. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées depuis ce temps-là. Un petit peu de choses, hein, C'est ça. J'ai envie de te demander comment va ta santé mentale depuis qu'on s'est vu la dernière fois. On s'est vu pendant la pandémie, dans le fond. Dans le gros de la pandémie. Dans le gros, ouais, c'est ça, exact. Quand j'étais venu ici, il fallait porter des masques et tout. Ouais. Si je me rappelle bien, ça fait un petit bout. Là. C'est drôle, c'est une question que je reçois quand même assez souvent. Ouais. Ah ouais. Non, ça va bien, tu sais, honnêtement. Je fais abstraction des réseaux sociaux le plus possible. T'es-tu capable? Ouais, ben ouais. Ouais. On trouve des façons de dealer avec. Il y a des moments qui sont moins faciles que d'autres. Mais écoute, ça fait partie de la job, malheureusement. Parce que toi, tu sais, ta job, c'est un peu d'analyser puis de connaître l'Internet, mais il faut que tu shut down aussi l'Internet à un certain point. Là. J'ai encore une addiction à Twitter, malheureusement. Ouais. Je sais pas combien de fois j'ai effacé l'application. Tu veux dire? Ah ouais. Écoute, le site, c'est encore twitter.com. Ouais. C'est vrai? Ah ouais? Ouais. Mais, ouais, tu sais, je sais pas ça fait combien de fois que j'efface t'essaies de l'enlever. j'efface l'application, puis... Mais c'est quoi que tu trouves particulièrement toxique sur Internet en ce moment, mettons? Eh ben... C'est une question large, là, mais... Ben, ça dépend toujours des plateformes, tu sais. Sur Twitter, bon, malheureusement, il y a une toxicité dans le propos, tu sais, on le voit, il y a beaucoup d'insultes, il y a beaucoup de trolls, puis maintenant que tout le monde est capable de s'acheter un crochet bleu, puis ce qui est pernicieux là-dedans, c'est que les gens qui ont un crochet bleu, leur réponse aux commentaires apparaît en premier, donc ils ont plus de visibilité. Donc ça feed là-dedans. Ça encourage les trolls. Moi, je ferme mes commentaires. Ouais. Ça fait un bout, dans le fond. Personne ne peut commenter sur mes posts. J'essayais de commenter à amener parce que je trouvais ce que tu avais partagé intéressant. Je voulais dire, je suis vraiment désolé. Good job ou genre thumbs up, mettons de quoi de positif comme une joke. Puis là, j'ai fait genre, ok, non, je comprends. Écoute, c'est vraiment c'est un compromis. C'est vraiment plate parce que la plupart des gens voudraient commenter de bonne foi. Puis je me suis le fait dire, c'est vraiment plate. Je voulais juste commenter, puis je peux pas. Mais en même temps, c'est pas vrai que je vais passer mes journées à modérer mes commentaires. Puis là, tu sais, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a des gens qui venaient me défendre, puis ils argumentaient avec les trolls, puis ça finissait plus. Puis là, ça fait juste leur donner plus de visibilité, ça leur donne qu'est-ce qu'ils veulent, tu sais, dans le fond. Puis ça les expose à un monde d'histoire qui est souvent beaucoup plus gros que leur. Fait que, tu sais, s'ils réussissent à fâcher les gens qui me suivent, puis là, il y a des chicanes dans les commentaires, ça fait juste les aider. Puis j'ai beau dire aux gens, argumentez pas avec eux. Ouais. En tout cas, à moins que tu modères vraiment de façon très serrée tes commentaires, tant qu'à moi, je pense que c'est mieux de les bloquer. Surtout que moi, je bloque personne sur Twitter parce que je suis journaliste payé par Radio-Canada et donc par le citoyen. Je pense quand même que les gens ont le droit de voir ce que je publie. Fait que je bloque personne. Pour le moment. Puis c'est quoi, en fait, qui, en bon français, trigger les gens comme ça? C'est que toi, tu fais du fact-checking un peu, puis tu fais du... Fait que ça attire les gens qui sont en désaccord ou... Surtout pendant la pandémie, c'est développé un genre d'attitude que je travaille pour le gouvernement, puis que je suis là pour défendre que ce soit le vaccin ou peu importe. J'ai quasiment...
je pense même pas que j'ai écrit d'article sur le vaccin proprement dit. C'est ça qui est drôle, mais bon. Il y a cette attitude-là qui s'est développée. En fait, il y a une semaine et demie, je me suis fait crier après par quelqu'un dans la rue. Quelqu'un... Une dame là, qui m'a crié. Qui t'a reconnu, là. Ouais, qui m'a reconnu, puis qui était comme. C'était pas juste en délire, là. Elle savait qu'elle criait à toi. C'était un décrypteur, puis pute du gouvernement, puis etc. Je veux dire, c'est pas. Il y a pas une raison pour tout ça. Il y a eu beaucoup de colère qui a été provoquée par les mesures sanitaires, par la pandémie, par les conditions économiques, par tout plein de facteurs, là. C'est plate que ça se manifeste de cette façon-là. Ouais. Honnêtement, je travaille pour aider les gens, pour les aider à avoir la meilleure information possible pour qu'ils puissent prendre les meilleures décisions. Puis, tu sais, si t'aimes pas mes articles, fine, mais genre, ce niveau d'agressivité-là, c'est un peu regrettable. Quand on s'était parlé, en fait, c'était au cœur de la pandémie, puis on avait parlé beaucoup de conspirationnisme. Puis aujourd'hui, le podcast parlera pas principalement de ça, mais est-ce que on en est où aujourd'hui par rapport à ça? Est-ce que ce mouvement-là est encore bien en santé ou plutôt c'est vraiment plus au calme que c'est l'été là 2-3 ans? C'est une grosse question. Ça a atteint un niveau de popularité qu'on n'avait jamais vu avant la pandémie, je pense. Là, ça a été quasiment mainstreamé. C'est difficile à mesurer ces choses-là parce que toujours eu des gens qui ont eu toutes sortes de croyances. Dans les années 90, il y a plein de monde qui croyait aux ovnis puis aux extraterrestres, des choses comme ça, l'assassinat de JFK ou des choses comme ça. Ça a tout le temps eu une certaine traction. Là, ce qui est arrivé avec la pandémie, c'est que des gens sont tombés dans diverses conspirations pour plein de raisons. Par exemple, à propos que le vaccin, il y a quelque chose là-dedans qui modifie notre ADN pour nous faire mal, ou des choses comme ça. Puis là, quand ils tombent là-dedans, ils se mettent à tomber dans d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Puis là, tout est connecté ensemble. Puis là, c'est, le Forum économique mondial veut créer des 15-minute cities pour nous contrôler, puis qu'on n'aura pas le droit de sortir de notre quartier. Puis, tu sais, il y a comme un effet d'entrain. Tu sais, quand tu rentres là-dedans, ça encourage d'autres. Puis, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est qu'il y a des gens qui, malheureusement, tombent là-dedans, puis ils restent un peu pognés là-dedans. Fait que ceux qui étaient pognés là-dedans, ils sont encore. Une chose qu'on a remarqué... J'ai vu, juste sur ça, là, rapidement, j'étais à Ottawa en fin de semaine, puis je courais devant le Parlement, carrément, où est-ce qu'il y avait le convoi de la liberté qui était allé s'installer, puis il y avait un dude qui était assis là, puis j'ai fait la joke à ma blonde, je fais ce gars-là, il doit être assis là depuis la pandémie, là, il est juste jamais parti parce qu'il était assis là, il y avait un amplificateur à côté de lui, un moniteur de son, puis il parlait dans un micro, puis il faisait juste déblatérer des théories du complot, genre longtemps, là, puis c'était crissement polluant parce que t'es comme devant le Parlement, il y avait le coucher de soleil, genre des touristes qui prenaient des photos, puis t'avais le gars qui faisait juste non-stop rambler des conspiration comme débile mentale, tu sais. Puis là, tu te dis, OK, non, lui, il est jamais sorti de ça, là, tu sais, il est pas revenu de ça, là. Ouais, pour du monde, ça devient un peu... ça devient leur identité, tu sais. Une chose que je dis souvent, c'est que la pandémie a blessé beaucoup de gens, puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont de très bonnes raisons d'être en maudit pour... le monde dans lequel on vit, pour qui est vraiment pas parfait, que le système, il craque par bout, tu sais. Puis il y a vraiment des doléances qui sont légitimes. Pourquoi est-ce que le système de santé était aussi brisé, tu sais, puis qu'on a été obligé de mettre en place des mesures pour le sauver, tu sais, par exemple. C'est des questions qui sont légitimes. Tout à fait légitimes, ouais. L'affaire, c'est que il y a des gens qui se sont retrouvés à faire partie de communautés en ligne, puis ils ont trouvé quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Tu sais, t'as des gens, monsieur, madame, tout le monde, la vie de tous les jours, qui se sont mis à donner leur opinion sur le vaccin, sur les masques, puis tout, puis des gens à qui on n'a jamais demandé leur opinion à propos de quoi que ce soit, puis là, tout d'un coup, c'est des stars dans leur cercle, tu sais. Ils sont dans des groupes Facebook, quand ils écrivent des choses, ils ont des centaines de likes, des gens qui écrivent dans les commentaires « Oui, t'as raison », puis ils ont l'impression de faire partie d'un combat, faire partie d'un mouvement, ils sont entourés d'une communauté. C'est super séduisant, ça, pour quelqu'un qui, avant la pandémie, était sur Facebook à postait une photo de sa nièce, puis elle avait 5 likes. Elle va pas retourner en arrière. Là, elle est là-dedans, puis c'est son style de vie, puis c'est son identité, tu sais. Puis
je veux dire, l'addiction aux réseaux sociaux, c'est une vraie chose. J'en parlais juste tantôt que moi-même, je suis partiellement addict aux réseaux sociaux. Quand tu te mets à écrire des choses puis que ça a un certain succès puis les gens qui cliquent, honnêtement, c'est comme une drogue, tu sais. C'est grisant, là. Fait qu'il y a des gens qui restent pognés là-dedans parce que c'est devenu vraiment carrément leur style de vie, leur identité. J'ai l'impression que les gens aussi, tu sais, par exemple, moi, j'ai un ami qui je le connaissais depuis longtemps, puis tu sais, avant la pandémie, c'est tout le temps été le gars qui était un peu anti-gouvernement, un peu anti-capitaliste, mais que ça n'avait pas de réel impact, tu sais, dans la vie de tous les jours, dans le sens que on était amis, on faisait de la musique ensemble, puis tout était good. Puis là, c'est comme si la pandémie, si t'avais déjà une petite tendance soucieuse des autorités du gouvernement, ben là, ça amplifie ça fois 1000. Il est pas revenu, là. Ben c'est ça, puis là, il y a un fossé qui se creuse, puis là, ça a des réelles répercussions dans la vraie vie, entre si tu te fais vacciner ou non, entre vraiment des décisions de vie importantes. Là, ben tu sais, c'est ça, c'est que dans la vie de tous les jours, on confronte pas très souvent l'autorité gouvernementale. Tu sais, comme c'est rare qu'on se fasse arrêter pour la plupart des gens ou tu sais, qu'on ait interagi avec la police ou le système de justice ou quoi que ce soit. Puis là, ben, on a tous été confrontés à l'autorité gouvernementale au quotidien. À chaque jour, quand tu sortais de chez vous, tu avais un signe évident d'un certain pouvoir étatique. Il faut que tu mettes un masque, il faut que tu attendes en ligne pour aller à la pharmacie, faut que tu sortes une application pour aller au restaurant, des choses comme ça. Donc, je veux dire, pour des gens qui avaient déjà une grande méfiance envers l'autorité, ben c'est sûr que ça les a vraiment affrontés à ça là, à chaque jour, puis pour des gens, ça les a vraiment, vraiment mis en colère. Maintenant que l'espèce de cheval de bataille de la pandémie est derrière nous, tu sais, pour les... Ben, dans le sens... Il n'y a plus de restrictions sanitaires, mettons, qui étaient comme la grosse affaire. À suivre ton compte Twitter, on dirait qu'il y a certains mouvements conspirationnistes qui, maintenant, tu sais, l'expression anglaise « grasping at straws », là, où est-ce que là, ils essaient de trouver des nouvelles conspirations à mettre leur énergie dedans. Puis toi, tu partages souvent des affaires qui ont comme aucun crise de sens puis qui sont super facilement comme démontables, tu sais. Est-ce que tu as remarqué cette espèce de tendance-là de faire, hey, là, on peut plus critiquer ce qui est évident, ce que tout le monde vit, fait que là, faut utiliser cette tribune-là parce qu'on veut continuer à avoir les likes que tu parlais tantôt parce qu'on est rendu accro à ça. Faut trouver autre chose, tu sais. Ouais, ben c'est ça. C'est drôle que tu mentionnes ça. Une chose qu'on a remarqué au décrypteur, tu sais, nous, on essaie de surveiller ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puis il y a aussi beaucoup de gens qui nous écrivent pour dire « Hey, j'ai vu ça passer sur Facebook, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? » Là, on n'a pas d'études scientifiques pour prouver ça, c'est vraiment anecdotique, mais nous, ce qu'on a remarqué, c'est que le message, ce que les gens appellent conspirationniste, il sort plus de la bulle. En gros, c'est que on dirait que la population en général a fait move on. Genre, tu te mets à parler de vaccins, puis ils arrêtent d'écouter. T'sais, au début de la pandémie, t'avais des choses qui sortaient, des grosses désinformations, puis t'as des gens sincèrement, pas des gens qui croient n'importe quoi, juste des gens ordinaires qui voyaient ça, puis ils étaient comme « Aïe, c'est-tu vrai? » Puis ils étaient vraiment inquiets. On voit beaucoup moins en ce moment. Là, on dirait que ça sort plus. Puis comme t'as dit, là, je pense qu'il y a comme des tentatives d'aller chercher des nouveaux auditoires. La pandémie, ça marche plus parce que les gens ont pas mal choisi leur camp, puis la majorité des gens sont allés se faire vacciner, puis ils ont mis ça derrière eux. On dirait qu'il y a une tentative d'aller chercher des nouveaux auditoires. Fait que là, c'est tout le temps, à chaque fois qu'il y a une grosse nouvelle, ben là, c'est pas vrai. Chaque fois. Fait que là, les feux de forêt qu'on a vus cette année, ben c'était là, des lasers qui avaient... Tu partageais une affaire complètement débile, là, qu'un gars qui disait qu'il n'y avait plus... Corrige-moi si je me trompe, si je raconte mal l'affaire. Le gars, il disait qu'il n'y avait plus de badge bleu, de veste bleue, mettons, d'un Rona puis d'un Home Hardware, parce que le bleu, ça protégeait contre les lasers qui ont mis le feu aux forêts, des feux de forêt. Puis que là, qu'il y avait une attaque qui se préparait le 23 septembre. Là. Ouais, exact. C'est fou, ça. Là. Ben, c'est ça. Ça sent bien. Ça va bon faut faire quoi? Il n'y a plus de badge bleu, je peux pas me protéger. Je veux dire, tu racontes ça à une personne qui est pas sur Internet pis sont comme de quoi tu parles. De quoi tu parles? Je dis ça à mon père, mettons, mon père il a pas Facebook, pas Twitter, mon père il fait juste vivre sa vie à l'extérieur d'Internet, là. J'y raconte ça, il va même pas être capable de comprendre, c'est ça, même pas être capable de comprendre le début de ce que je suis en train de dire là. Non, c'est ça, pis c'est comme... Tu sais, j'ai écrit un article là-dessus, ça a pris 750 mots juste pour expliquer pourquoi est-ce que le dude a fait une vidéo de ça.
l'affaire, c'est que la vidéo, c'était un Montréalais qui a fait ça. Il disait qu'il n'y avait plus de bâche bleue au Rona, puis il essaye de bloquer la vente de ça, whatever. 1 million de views sur TikTok. C'est ça l'affaire, c'est ça que tu dis aussi. L'affaire, c'est qu'il y a combien de gens là-dedans qui croient sincèrement ou qui ont juste écouté ça parce qu'ils trouvent ça drôle. Tu sais, je veux dire, faut pas non plus écarter ça. Tu sais, il y a du monde pour qui regarder des conspirations, c'est comme regarder un film. C'est divertissant. C'est de la comédie. Avant de travailler là-dedans, ça m'arrivait des fois d'aller sur le Reddit Conspiracy, puis juste de voir, OK, c'est quoi les théories bizarres que que les gens inventent, puis sans y croire, c'est juste qu'il y a quelque chose de divertissant pour certaines personnes. Donc, je dis pas que 1 million de personnes ont cru à ça, mais quand même, c'est fou l'auditoire que ça atteint. Là. Puis, tu mentionnais dans ce post-là ou dans un autre, je me rappelle plus, mais comment TikTok, plus que jamais de Facebook ou de Twitter, c'est pernicieux parce que on n'a pas une vue d'ensemble de l'application, parce qu'il n'y a pas de reshare puis de partage, mettons, dans les gens que tu suis. Fait que c'est juste si ça apparaît dans ton feed que tu le vois, dans le fond. Puis tu disais que c'était ultra pernicieux de ça parce qu'on n'avait pas la vision de ça. Mais moi, il y a des affaires que je suis tombé sur TikTok que j'en revenais pas. Mettons, de ce que je voyais, là. Tu sais, il y a un gars, tu sais, évidemment, Andrew Tate, on le connaît, on sait à quel point c'est de la merde, ça, son affaire. Mais j'ai vu un Québécois qui était habillé exactement comme Andrew Tate, avec genre les lunettes de soleil, là. Puis là, il avait des propos que j'ai jamais... Genre, j'aurais jamais pensé qu'en 2023, on pouvait parler comme ça encore. Puis il parlait d'une mère ordinaire, là, Bianca Lompré. Ouais. Puis là, il a fait une vidéo, c'était débile mental, là. J'ai jamais vu quelqu'un avoir... Genre, je revenais pas que ça existait. Mais j'en avais jamais entendu parler. J'avais jamais vu ce gars-là. Personne dans mon entourage avait fait un post sur Facebook en disant hey, ça c'est débile parce que ça n'existait pas. Pourquoi je me suis fait proposer? Bonne question. Mais dans les commentaires, c'était juste du monde qui était comme je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Puis là, j'ai comme fait OK, non. S'il y a ça qui tombe par hasard dans mon feed, imagine ce qu'il y a, là. Under the hood, il y a de quoi qui se passe. Ça n'a pas de sens, là. Ouais, c'est que TikTok, c'est une plateforme qui est quand même bizarrement construite. C'est 100% algorithmique. Comme tu l'as dit, tu peux. C'est ça, la question que je me suis posée, c'est comme, OK, pourquoi ça m'est présenté? Des fois, par exemple? Des fois, l'algorithme, il tente des choses. Il t'envoie quelque chose pour voir si tu vas mordre à l'hameçon, puis il fait des tests comme ça. C'est ça qui est difficile, vraiment. Comme tu disais, c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe là-dessus. Tu sais, sur Facebook, sur Twitter, un peu moins maintenant depuis que Elon Musk l'a acheté, mais tu as des outils qui permettent de voir, bon, regarde, ce post-là, tu regardes tous les posts au Canada, c'est lesquels qui performent le plus, puis tu peux faire des recherches par thème. TikTok, il n'y a pas ça encore. Tout le monde est dans leur propre algorithme. Puis, ben, souvent, tu sais, TikTok, c'est vu comme une plateforme pour les jeunes. Fait que peut-être qu'il y a des chercheurs, des journalistes, des gens qui surveillent ces genres de choses-là vont peut-être moins aller sur TikTok. Puis quand ils vont peut-être pas regarder ces choses-là. Donc, mais c'est assez... on a fait le test au Décrypteur, on a créé un nouveau compte TikTok il y a 2 ans, puis en dedans de 20 minutes, c'était juste du contenu. C'était carrément juste du contenu qui était extrême. Là. C'est facilement, très là, tu fais un like sur une affaire débile, puis t'es c'est même pas juste des likes, go, c'est le temps d'écoute. Ouais. Si tu t'arrêtes sur une vidéo et tu le regardes un peu plus longtemps, là, l'algorithme comprend que ça te plaît. Fait que l'autre jour, il y avait une vidéo, excuse-moi. Non, c'est bon. L'autre jour, j'avais juste mis une vidéo, c'était genre une fille qui sort de la salle de bain puis qui pète sur son chum, genre. Puis là je l'ai juste laissé sur le comptoir pendant que j'étais allé me brosser les dents, mais j'ai comme pas fermé l'application ou quoi que ce soit. La vidéo a joué sur repeat, là. Pendant une soirée au complet, là, c'était juste des vidéos de monde qui se pète dessus. Genre, exact. Tellement bizarre. C'est non-stop. Ben, tu sais, c'est ça, c'est fou. Par exemple, parmi les contenus les plus populaires au Canada en ce moment, c'est des gens qui disent qu'ils veulent quitter le Canada parce que ça coûte trop cher, ils n'arrivent pas à se loger. Puis tu sais, genre, il y en a plein, c'est des vidéos qui ont des millions de views. Les gens sont comme, le Canada est brisé. T'as beaucoup des vidéos des nouveaux arrivants qui sont comme, venez pas au Canada, ça vaut pas la peine, j'ai le goût de quitter. Fait qu'en écoutant des vidéos de même,
TikTok s'est mis à me suggérer de gens qui quittent le Canada, mais pas pour des mauvaises raisons. Comme, tu sais, des vidéos de gars qui sont comme, ben, je quitte le Canada parce que je m'en vais étudier en Angleterre. Fait que, tu sais, l'algorithme a comme compris qu'il y a un lien, alors que thématiquement, ça n'a aucun rapport. Mais on genre, descend jusqu'au Mexique à vélo. non, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça, ça te pousse vraiment rapidement, là, il t'oriente. Ouais. Parce que c'est passif, TikTok, c'est ça l'affaire. Tu sais, comme Facebook, tu vas peut-être aller dans tes groupes ou, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens ont comme lâché Facebook, là. Je sais pas pour vous, mais, tu sais, oui, tu vas regarder ton wall défiler, mais tu vas aller cliquer sur le profil de ton ami ou, tu sais, aller dans un groupe, avoir des discussions. TikTok, c'est vraiment 100% passif. C'est tu swipes. Tu fais présenter des choses, puis c'est ça qui est ça. Exactement. C'est le doom scrolling là, qui appelle là, de juste scroller à l'infini, genre, puis tu t'en rends comme pas compte. Moi, ça m'arrive maintenant, il faut que je me check vraiment, parce que sinon, je suis en partie pour des heures. Mais c'est comme, tu sais, dans les années 80, le monde, il zappait à TV, puis tu choisissais pas qu'est-ce qu'il jouait à TV. Tu zappais jusqu'à temps que tu trouves quelque chose. C'est juste que là, c'est du contenu qui... Il n'y a pas vraiment de standard. Tout le monde peut mettre du contenu là-dessus. Puis, sur TikTok, je pense que la modération est assez difficile. Ça dépend pourquoi. Fait que si tu mets de la nudité sur TikTok, oublie ça, là, ton compte il est effacé instantanément. Si tu critiques certaines politiques du gouvernement chinois, il y a certaines indications que ton compte va se faire fermer ou ta vidéo va être retirée. Si tu utilises des mots violents comme kill ou même des mots comme sexe ou des choses comme ça, ça va être censuré. Donc, quasiment immédiatement. Mais si tu donnes des conseils de santé fucked up à des gens, puis tu leur dis de boire du borax, qui est un produit pour laver les lavabos, là c'est la grosse mode sur TikTok, c'est d'en mettre un peu dans ton eau puis le boire pour détoxifier ton corps. Là, ça passe, il n'y a pas de problème. Il n'y a absolument pas de problème. C'est fou, ça. Puis c'est ça que tu me disais, je pense, juste avant qu'on se mette à enregistrer, tu sais, là maintenant, avec le ban des médias d'information sur Meta, tu me disais, sur TikTok, il n'y a pas de ban, puis l'information objective et vérifiée n'est pas nécessairement plus présente et gagnante versus les informations. Là. C'est ça. Les médias ont le droit de publier sur TikTok. Ça marche plus ou moins. Les médias ont quand même de la misère à percer là-dessus. Parce que c'est une plateforme qui est faite pour te filmer toi-même. Les gens veulent plus voir des vrais gens, puis moins du contenu qui est vraiment léché, produit par des médias. Il y en a des médias là-dessus, là, puis il y en a qui réussissent à faire des choses qui fonctionnent, mais le contenu non médiatique est infiniment plus vaste puis plus populaire, malheureusement. Fait que, oui, les médias ont de la misère à faire un chemin sur TikTok pour le moment. Mais l'information continue de circuler. Les gens vont faire des vidéos. Voici les 5 choses que vous devez savoir cette semaine. Puis il y en a qui vont mettre de l'avant des sources d'informations fiables. Ils vont parler d'articles de journaux, des choses comme ça. Il y en a qui mettent leur spin. Il y en a qui inventent carrément des affaires. Donc, tu sais, c'est un peu free for all. Puis moi, ce qui me désempare, c'est comment les gens sont prêts à vraiment faire confiance à n'importe qui. Tu sais, comme t'as un gars qui te dit les feux à Hawaï, Oprah Winfrey, sa maison n'a pas passé au feu, puis genre ça veut dire que ça a été planifié d'avance parce que sa maison n'a pas brûlé. Un poussin, t'es-tu malade? C'est clair. Sa maison n'était pas dans une région où il y a eu des feux, mais bon, ça c'est secondaire. Mais le pire que j'ai vu sur TikTok, c'était ma collègue Brigitte Noël, d'enquête, a sorti un reportage, grosse enquête qui a pris 1 an et demi à faire, qui exposait un homme qui avait agressé sexuellement des adolescentes. Il y a un gars qui met une capture d'écran de son article derrière lui, puis il est comme, regardez, les médias en parlent pas. C'est un article de médias. C'est comme... Où est-ce que t'as pris ton information, bud? Genre, mais c'est comme, what the media is not telling you, genre, pis c'est comme, c'est parce que t'es littéralement c'est un article de journal derrière, de journal de Radio-Canada derrière toi. Mais c'est ça, c'est tellement, man. Aïe, aïe. Mais c'est parce que, tu sais, l'information sur les réseaux sociaux s'est présentée de façon identique à tous les autres contenus. Il y a des photos de chats, qu'il y a des billets de blog, qu'il y a des caricatures, qu'il y a des vidéos drôles. Fait on a l'impression que ce contenu-là sort de nulle part. Tu sais, comme les nouvelles, ils existent. Comme si quelque chose arrive dans la société, on va le savoir. Tu sais, il y a quelqu'un qui va en parler sur les réseaux sociaux, puis je vais le savoir.
sans penser au fait que si personne n'a produit cette information-là, tu vas pas le savoir. On le saura jamais. Tu vas jamais le savoir. Fait que, tu sais, c'est ça, la transmission se fait de bouche à oreille. Tu vas avoir des gens qui parlent de sujets d'actualité, qui se sont très clairement informés auprès de médias, parce que le gars sur TikTok, il est pas allé au Parlement regarder la période de questions puis voir qu'est-ce que le gouvernement a dit à propos du projet de loi, mais il en parle, tu sais. Ouais, il le dit quelque part. As-tu vu qu'est-ce que Trudeau a dit, là? Parce que, tu sais, c'est des journalistes qui ont fait en sorte que tu le sais, ça. C'est ça. Mais les gens ont comme l'impression que l'information, ça pousse dans les arbres, ça sort de nulle part. Ça leur arrive à eux autres. Si quelque chose arrive dans la société, je veux le savoir. Désolé, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mm-hmm. Parce que moi, quand je pensais, puis que je pense encore, à un moment donné, juste laisser mon sel de côté, mettons, là, juste arrêter ça, parce que ça me crée beaucoup d'anxiété, puis je travaille avec ça, mettons. Mais je me disais, ma réflexion, ça a été de me dire, man, ça va pas me tomber dessus, là, qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis je veux pas devenir complètement aveugle de la réalité, là. Je veux pas juste être oblivious à comme tout ce qui se passe, puis penser que tout va bien, mettons. Mais en même temps, je me disais, si je laisse mon sel de côté, comment je vais avoir cette info-là? Puis après ça, je me suis dit, je pourrais juste acheter un journal, mettons. Avoir un journal qui arrive chez moi, puis là, le matin, lire le journal. Mais c'est ça qui est drôle, hein? C'est comme, on dirait que les gens dans le temps ont compris que les nouvelles, c'est bon, mais avec une certaine dose. Puis t'avais ton journal le matin. Qu'est-ce qui se passe? Tu lis ça en déjeunant. Après ça, tu continues ta vie. Puis peut-être le soir, en soupant, tu regardes le bulletin de nouvelles pour voir ce qui s'est passé dans la journée. Puis that's it. Genre, t'es pas 24 heures sur 24 en train de regarder qu'est-ce qui se passe à la seconde près. Puis tu sais, on le voit, il y a vraiment un épuisement de nouvelles. Tu sais, comme on a tous été collés sur l'actualité pendant les 3 dernières années pour savoir qu'est-ce qui se passait avec la pandémie, la guerre en Ukraine et toutes les tensions sociales qu'il y a un peu partout en Occident. Puis il y a beaucoup de monde qui, malheureusement, ils drop out, tu sais, sont juste comme, regarde, je suis plus les nouvelles, genre, ça me cause trop d'anxiété, puis je veux juste plus savoir ce qui se passe dans le monde, je m'en fous. C'est vraiment plate, puis c'est ça, le cycle de nouvelles 24 heures à la seconde près qui a été créé par la télévision en continu, puis ensuite par le fil d'actualité en continu des réseaux sociaux. C'est peut-être à repenser comme façon de présenter l'information. Ouais. On a reçu, il y a une couple de semaines, Dominique Tardy, qui est à la presse, là. Puis, tu sais, lui, il nous disait que là, il y a vraiment un effort conscient du journal de comme essayer de produire des nouvelles qui sont aussi positives, mettons, parce qu'il disait que là, il y a un épuisement, le monde sont comme plus capables, puis ils veulent plus lire les nouvelles parce que c'est juste, c'est trop lourd, là, tu sais, c'est juste de la négativité. Fait que, non, c'est sûr là, qu'il y a un effort conscient d'essayer de renverser la vapeur, sinon le monde il se désabonne. C'est ça qui est plate avec les nouvelles, c'est que les nouvelles, c'est souvent négatif. Ouais. Tu sais, il n'y aura pas d'article de nouvelles sur genre Madame Côté est allée à l'épicerie, elle a acheté sa bouffe, est allée cuisiner à la maison, puis elle a passé une belle soirée en écoutant Netflix avec son chum. Tu sais, comme. Ouais. Mais la plupart des choses qui se passent dans la vie, c'est ça. La grande majorité, 99,99% du temps, c'est ça. C'est ça, c'est les nouvelles, c'est. Pour être une nouvelle, il faut que ça soit exceptionnel, puis il faut que ça soit quelque chose qui a un impact sur la vie. Puis c'est ça, c'est rarement des choses que, aujourd'hui, tout va correct. C'est sûr que ça a un certain biais que les nouvelles, c'est souvent négatif, puis c'est souvent, ça joue sur les émotions, tu sais, veux pas, c'est jamais du banal, tu sais. Dans les 5 dernières années, mettons, à suivre l'actualité puis l'Internet surtout, qu'est-ce qui te fait le plus peur, entre guillemets, pour les 5 prochaines? Oh. C'est quoi, mettons, la technologie ou la tendance? On peut parler d'intelligence artificielle ou quoi que ce soit, qui, toi, tu fais comme peur d'un point de vue sociétaire en faisant ça, il y a vraiment risque de tomber quelque part, là. Tu parles au point de vue technologique ou juste en général? Tu peux aller où tu veux avec la question, dans le fond. Là. Tu sais, c'est sûr que on sent une fracture dans la société qui est vraiment profonde. Puis, t'as beaucoup de gens qui sont pas juste critiques envers les institutions, envers le gouvernement. C'est carrément, c'est fini, tu sais. Puis, on sent qu'ils veulent pu participer à la vie civique. Donc, ça devient vraiment agressif, dans le fond. Là. C'est que c'est comme,
ben, regarde, les élections, ça sert à rien parce que c'est truqué. Tu sais, m'impliquer auprès de causes sociales, ça sert à rien parce que, genre, c'est tout contrôlé par le Forum économique mondial ou des pédophiles ou des satanistes, des choses comme ça. Puis il y a vraiment une agressivité profonde. Puis c'est comment est-ce qu'on fait pour aller parler à ces gens-là. Puis tu sais, ce qui est plate, c'est que ces gens-là s'isolent non seulement du reste de la société, mais de leurs proches souvent. Puis tu sais, ces gens-là, les gens qui me crient après sur les réseaux sociaux, souvent, j'ai le goût de leur dire, mais savez-vous comment vous faites mal à votre famille? Je le sais parce qu'ils m'écrivent, tu sais. Puis on en reçoit des courriels de gens qui sont comme, je sais plus quoi faire. Ma mère, je peux plus y parler. Chaque fois que j'y parle, elle se met à crier à propos de Donald Trump et tout. Puis c'est comme, je veux juste souper, tu sais. Ouais. Puis ça les blesse pour vrai. Puis on en reçoit tout le temps là, des histoires de personnes que leur famille ont été brisées par ça, tu sais. Puis c'est vraiment c'est tant au niveau psychologique, tant au niveau social. Je sais pas ce qui va arriver. Comme il y a eu une grosse il y avait déjà une brèche dans notre société avant la pandémie. La pandémie est venue vraiment l'ouvrir. Ouais. Là, c'est une plaie, tu sais. Je sais pas comment on la répare, cette plaie-là. Puis, tu sais, on voit, si tu regardes ce qui se passe aux États-Unis, par exemple... C'est pas en voie de réparation. C'est la brèche, elle est très, très, très grave. Tu sais, c'est carrément rendu du déni de la réalité. Il y a plus moyen de ramener des gens à des valeurs qui sont communes, tu sais, comme à une autre époque, un candidat à la présidence qui se ferait accuser d'avoir essayé de voler une élection, ça aurait été la fin de sa candidature. Puis, regarde, on passe à autre chose. Là, c'est Donald Trump vend des t-shirts avec sa photo sa photo de booking. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais vu avant. Comment est-ce que tu rattaches... 6 pieds 2, 235 livres. 6 pieds 3, Mais je sais pas, comment est-ce que tu rattaches des gens qui trouvent ça cool que Donald Trump a été arrêté quasiment aux gens qui trouvent que c'est vraiment extrêmement grave ce qui s'est passé? On dirait qu'ils habitent même plus dans la même société. Tu habites le même espace géographique, mais tu n'habites plus dans la même société. Tu n'as plus les mêmes référents communs, tu n'as même plus les valeurs communes. Je sais pas. J'ai honnêtement aucune idée comment on fait pour. Parce que, en fait, de plus en plus, la vie est virtuelle. Les gens habitent l'Internet, finalement, puis chacun peut occuper son propre territoire de l'Internet, puis jamais côtoyer quelqu'un d'autre, puis se retrouver ensemble là-dessus. Là, c'est rendu quasiment. Où on se situe, c'est quasiment plus virtuel maintenant quasiment que géographique. Oui, exactement. Puis. Ça aussi, c'est une conséquence de la pandémie, dans le sens que on était forcé à avoir le peu d'interaction sociale qu'on avait, c'était par le biais d'Internet. Puis ça a changé aussi la façon dont les gens socialisent. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est un gros problème. Mais c'est pas juste Internet. C'est pas Facebook qui a créé ça. Là, c'est pas Donald Trump qui a créé ça, c'est vraiment, ça fait longtemps, c'est multifactoriel. La baisse de confiance envers toutes les institutions, c'est généralisé, là. Puis c'est extrêmement complexe comme problème, là. C'est pas quelque chose que si tout le monde lâche Facebook puis Twitter, tout va bien aller. Non. On est trop loin de ce côté-là, j'ai l'impression. C'est ça, si on est trop loin là, en ce moment-là. Il y a vraiment... c'est vraiment profond, Puis on recevait aussi Frédéric Gagnon ici pour nous parler des partielles américaines, là, 1 an, je pense. Puis lui, il nous disait qu'il avait vraiment... qu'il appréhendait beaucoup les prochaines élections. Parce que si Trump ne gagnait pas, ou si les républicains ne gagnaient pas, il avait vraiment peur qu'il y ait de quoi de comme vraiment grave qui se passe aux États-Unis, là. C'est sûr que le ton monte. Ce qu'on voit vraiment aux États-Unis, c'est quasiment... Comme je dis, il n'y a plus de... On a comme mis de côté la bonne foi, puis le genre de valeurs communes, de comme, regarde, on n'a peut-être pas les mêmes opinions, mais on est quand même citoyens du même pays, puis tu sais, il faut quand même avoir un minimum de respect. Là, c'est plus ça aux États-Unis, là. C'est le niveau d'agressivité est quand même incroyable. T'as des gens pro-Trump qui sont carrément, tu sais, ça va être les armes, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est juste la rhétorique pour aller chercher des followers sur les réseaux sociaux? Tu sais, je sais pas si ça va vraiment en venir là, mais... Ça l'a été, les armes, dans le sens que ce qui s'est passé au Capitole, tu sais, littéralement, on prend les armes, puis on... Tu sais, même là,
Je me rappelle, je le regardais en direct quand c'est arrivé. Ouais. Puis j'avais le sentiment de regarder l'histoire en direct. Ouais. Puis de voir quelque chose qui est extrêmement grave. Ça a duré 2 jours, le genre de « OK, c'est allé trop loin, c'est dangereux ce qui est arrivé, on se calme ». Ça a duré 2 jours à peu près, puis après ça, c'était comme « Ah ben non, mais c'est Antifa qui a fait ça. Ah non, c'est le FBI qui a fait des agents infiltrateurs. Ah non, mais c'était pas du FBI, mais genre, c'était légitime comme manifestation. » T'sais. C'est rendu que c'est chez certaines personnes aux États-Unis, les gens qui se sont fait arrêter pour ce qui s'est passé au Capitole. Puis on l'a vu cette semaine, là, il y a le leader des Proud Boys, Enrique Tarrio, qui a écopé de 22 ans de prison, ce qui est quand même sérieux. Bonne peine, là. C'est comme, mais c'est un prisonnier politique. C'est pas, il y a eu rien de grave, c'est pas grave. Puis je suis sûr qu'il y a bien des gens pour qui c'est leur opinion. Là. Donc, c'est ça, il y a le même événement qui a eu lieu dans le même espace géographique, puis tu as 2 univers complètement différents qui voient la chose complètement différente. De façon complètement différente, ouais. C'est inquiétant. Ouais. Puis est-ce que, tu sais, j'imagine que une des manières de contrer la désinformation, c'est de rendre l'information disponible. Puis là, tu sais, c'était une des choses que je voulais parler avec toi, qu'on voulait parler avec toi en t'invitant ici, c'est justement le ban sur Meta. Est-ce que ça t'inquiète, ça? Est-ce que ça a un impact majeur, tu trouves, sur la portée de votre travail ou pas tant que ça, je sais pas? Ben, j'ai pas des chiffres sur qu'est-ce que ça représente comme baisse de trafic. Ouais. Je pense que pour la plupart des médias, il y avait de toute façon moins de trafic qui provenait de Facebook, de moins en moins. Tu sais, Facebook a joué avec son algorithme au cours des dernières années pour prioriser moins les nouvelles, plus les publications de tes amis, puis etc. Fait que, tu sais, c'était déjà quelque chose qui était en cours de route. Si on se fie à Facebook, les nouvelles, c'était quelque chose comme 3% du contenu ou moins que ça sur leur plateforme. Ça, c'est selon leurs chiffres. Je sais pas. J'ai pas accès à leurs chiffres internes. Donc, c'est une minorité, là, mais on est d'accord que je pense que c'est une minorité de contenu que les nouvelles sur Facebook. Le problème, c'est que ça crée un vide. C'est ça. C'est que tu te retrouves dans une situation où tu as des gens pour qui Facebook, c'est l'Internet. Ça, c'est une chose qu'il faut pas nécessairement oublier. Ouais. Pour des gens qui connaissent un peu plus l'Internet, on va aller sur Internet avec Firefox ou Chrome ou Safari. On va aller sur des sites, on va aller voir ce qui se passe. On a différentes applications qu'on va utiliser. Pour bien des gens, Facebook, that's it, là. Ils ont l'application Facebook sur leur iPad. Puis c'est ça, l'Internet, pour eux. Ils en sortent jamais ou très peu. Ils comprennent pas tant ce qui se passe à l'extérieur de ça. Tu sais, comme... On sous-estime l'impact que les iPads ont eu sur l'adoption d'Internet par des gens un peu plus âgés. On leur a mis un iPad dans les mains, on a dit voici Facebook. Tu vas pouvoir suivre tes petits-enfants, mais aussi le Journal de Montréal. Puis là, ben, ils sortent pas de ça. Pour eux, c'est ça Internet. Puis je pense que pour eux, malheureusement, ben, ils sont laissés pour compte. Il y a pas... je veux dire, c'est non seulement les pages des grands médias sont bloquées, puis même pas juste des grands médias, là, plusieurs plus petits médias, tu as même des journaux étudiants qui ont été bloqués, mais tu peux même pas partager de lien vers un média d'information. Donc, je veux dire, comme je disais tantôt, les gens s'informent de toute façon. Fait que ça va être du bouche à oreille. Puis ben le bouche à oreille, ça va être de qualité variable. Tu vas avoir des gens qui vont écrire des posts sur « Hey, j'ai lu dans le Journal de Montréal, telle affaire, allez checker sur le site, c'est de l'information qui est fiable. Mais on le sait bien, là, que le bouche à oreille, c'est ça. Moi, je veux dire, j'en lisais les articles de Radio-Canada, du Devoir, par rapport à mon... provenant de mon Facebook, puis j'ai pas le réflexe nécessairement d'aller sur les sites de ces médias-là pour voir c'est quoi l'actualité. Moi, j'ai réalisé, quand c'est arrivé, j'ai réalisé que je prenais mon information là, carrément, parce que pendant 2 semaines, j'avais aucune idée de ce qui se passait. J'étais comme... Puis à un moment donné, j'ai réalisé, j'étais à l'épicerie, je me rappelle, j'ai réalisé que là, j'ai aucune idée de c'est quoi qui se passe. Genre, j'ai vraiment aucune idée. Fait que j'ai commencé à utiliser, on a un commanditaire qui a déjà commandité des podcasts qui s'appelle Info Bref, qui envoie une infolette à chaque matin avec des informations. Puis là, j'ai fait, OK, ben là,
tu sais, j'étais déjà abonné, mais je regardais pas tout le temps les infolettes. J'ai fait chaque matin. Première chose que je fais, je regarde. Ça me prend 5 minutes. J'ai au moins cette information-là. Ouais. Fait que j'ai fait l'effort supplémentaire de réaliser que j'avais plus d'informations qui se rendaient jusqu'à moi, dans le fond. Là. Non, c'est sûr. C'est sûr. Tu sais, là, on parle de Meta, qui est une chose. Ouais. Il y a aussi Google là, qui envoie des signaux que potentiellement ils voudraient bloquer les médias canadiens. Ça, je pense que c'est un peu plus inquiétant. Okay. Tu pourrais plus chercher sur Google. Ils n'apparaîtraient pas dans les recherches de Google. Fait que ça, c'est un. En tout cas, ils n'ont pas encore mis ça en place. Ouais. Mais moi, faut comprendre que la du Québec.qc, de toute façon, mon moteur de recherche. C'est ça, la loi C-18. Bon, la raison pour laquelle Meta a décidé de bloquer les médias canadiens, c'est pas encore en vigueur. Là, ça entre en vigueur en décembre. Peux-tu nous expliquer c'est quoi cette loi-là? Ouais, dans le fond, c'est une loi qui force les grandes plateformes à payer des redevances aux médias canadiens pour le contenu qu'on produit. Fait que, tu sais, s'il y a un post Facebook avec un lien vers Radio-Canada, ils devraient payer pour ça, verser un certain montant aux médias. Ouais. L'idée derrière ça, c'est d'aider le financement des médias, surtout étant donné que Facebook, Google s'accapare une très, 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 très grande proportion des revenus des publicités en ligne, puis que ça fait mal aux médias. Ouais. Puis ben, les grandes plateformes m'ont dit ben non, absolument pas. Ouais. Donc Facebook a décidé, Meta a décidé de carrément bloquer les médias canadiens. Google semble indiquer qu'eux aussi vont aller en ce sens-là. Puis c'est ça, Google, ça serait, je pense, plus grave parce que beaucoup de gens, ils vont pas écrire l'URL d'un site, là. Ils vont aller dans leur barre de recherche, ils vont écrire Radio-Canada, puis ils vont cliquer, puis là, ça les amène à Google, tu sais. Ouais. Puis là, ben, ils cliquent sur le site de Radio-Canada. Tu disais pour des gens, Facebook, c'est Internet, mais genre pour beaucoup de gens aussi, Google. C'est l'Internet. Mais oui. Exact. Juste, t'es sur Chrome, t'as juste besoin d'écrire un mot dans la barre de recherche. Exactement. Tu tombes sur l'affaire. Si, mettons, je veux savoir... je sais pas, qu'est-ce qui voyons, Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'est-ce qui genre sur qu'est-ce qu'il fait, tu le vois juste pas, t'as aucun article à part genre sa Wikipédia dans le fond. Tu vas tomber sur Wikipédia. Exact. T'auras aucune nouvelle d'actualité là, de qu'est-ce qu'il a fait. Non, c'est ça, t'aurais. En tout cas, on sait pas exactement de quoi ça va avoir l'air, mais t'aurais pas l'onglet actualité dans Google. Puis tu sais, mais comme tu dis, tu peux avoir des scénarios où t'as une élection. Puis là, quelqu'un comme, ben, je veux savoir c'est quand le débat, tu sais, t'écris dans Google, puis t'as rien. Ouais. Ça pourrait arriver, tu sais, ou juste les gens pourraient avoir de la misère à carrément trouver le site web des médias. C'est pas tout le monde qui connaît les adresses des sites web, tu sais, la presse.ca. Est-ce que tu sais que c'est .ca et non .com? Ben non, c'est ça ou ça. Ça pourrait poser problème, ça. C'est vraiment un entrave quand même assez grave à la recherche d'informations. Surtout quand on dit aux gens tantôt du peu de nouvelles sur Meta, mettons, du peu de pourcentage de contenu, de pourcentage de nouvelles. Sur Google, j'imagine que c'est la même chose. Je sais pas, j'ai pas de chiffre là-dessus. Le rapport de force est pas là. Tu sais, c'est quand même du stock, là. Ouais, ben, le rapport de force, il est entre les plateformes puis le gouvernement canadien. Ouais, c'est ça, exact. Je pense que ce qui est arrivé, c'est... Bon, il y a déjà eu un projet de loi semblable en Australie il y a quelques années. Facebook avait fait la même chose. Il avait dit on bloque les nouvelles australiennes. Puis finalement, se sont ravisés après un certain moment. Le gouvernement australien? Non, Meta. Meta. Puis là, finalement, ils ont réussi à négocier quelque chose avec le gouvernement australien. Je suis pas un expert sur cette loi-là. Je veux pas vous induire en erreur, mais il y a eu une entente. Puis finalement, les nouvelles australiennes sont disponibles sur Facebook aujourd'hui. Puis je pense que ça a peut-être été vu comme si c'était un bluff de la part de Facebook de bloquer les nouvelles. Puis au Canada, ils ont dit bon, ben regarde, ils bluffent. Ils vont bluffer encore. Finalement, je pense que c'est peut-être pas un bluff. En ce moment, ça pourrait se résoudre demain. Là, mais quand j'en vois des porte-paroles de Meta dire ben les nouvelles, c'est très peu. C'est très peu ça représente très peu de notre trafic. Puis en plus, les gens nous disent qu'ils veulent voir moins de nouvelles sur leur fil d'actualité, que les nouvelles, c'est à cause de la chicane, que genre les gens veulent moins voir ça, veulent plus voir des choses de leurs amis puis tout. Je pense que c'est ça. Le rapport de force, c'est assez pour eux finalement de faire ça.
Selon leurs chiffres. Ouais. Selon leurs chiffres, non. C'est sûr que ça leur cause quand même un dommage à leur image de marque, je pense. Là, de voir des plateformes jouer au gros bras comme ça. C'est pas tout le monde qui trouve ça cool. Là, que Google et Meta, des compagnies californiennes, viennent ici puis disent tes citoyens n'auront plus accès aux nouvelles sur notre plateforme. Ils ont fait le calcul que ça vaut la peine. T'essayes de jouer au plus fort avec des gouvernements, c'est quand même pété, pareil, quand tu penses à ça. Là, que des compagnies privées, ça soit à ce niveau-là de négociation. Là, c'est ça, d'un bord, t'as eu des observateurs qui disaient, depuis des mois, qui disaient le projet de loi, ça va pas marcher. C'est mal ficelé, c'est vague, c'est pas une bonne idée, c'est pas la bonne manière de s'y prendre. Puis d'un autre bord, t'as des gens qui sont comme ouais, mais c'est pas normal que des multinationales puissent venir carrément jouer dans notre vie civique, en jouant les gros bras, puis en venant dire pas de nouvelles, that's it. Il est peut-être possible d'avoir les deux opinions en même temps aussi. Là, on dirait que c'est un peu l'un ou l'autre. Là. Mais tu sais, je veux dire, moi, je suis loin d'être expert, mais tu sais, juste l'idée que les médias soient rémunérés pour les clics qui proviennent de Facebook puis de Meta, genre, ça me paraît comme une bonne avenue, là, tu sais. Mais puis là, je te demande pas ton opinion à toi, mais je veux dire, les gens qui critiquent ce projet de loi-là, c'est quoi les arguments, dans le fond? C'est que ça reste quand même très vague, on n'avait pas les paramètres exacts, puis c'est peut-être pas la bonne manière de s'y prendre. Il y avait rien pour forcer le gouvernement, il y avait rien pour forcer cet argent-là à financer directement les activités des médias. Bon, bref, il y a des gens qui s'y connaissent beaucoup plus que moi, mais ça a été quand même vraiment pas unanime, là, ce projet de loi-là. Okay. On va laisser ça de même. Okay. Mais c'est ça. Mais tu sais, en même temps, tu dis les clics provenant des médias, mais c'est l'inverse. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, dans le sens, le monde est sur Facebook, mettons. Ouais. Puis ils cliquent vers le média pour lire l'article vers le média. Fait que c'est dans ce sens-là que le clic se fait, tu sais. Fait que c'est des clics qui arrivent aux médias de Facebook, c'est pas l'inverse. Mais c'est aussi Facebook qui profite du fait que c'est du contenu qui est sur leur truc, puis le monde, ils vont parce qu'ils savent qu'ils vont consommer ce contenu-là puis ils veulent le voir. Là, mais essaie de quantifier ça puis de donner un versement pour le nombre de personnes qui utilisent Facebook pour aller voir les nouvelles, pour aller sur le site après. C'est comme... C'est en tout cas, bref. Écoute, il y a certaines personnes qui sont de l'avis que les médias auraient dû jamais être sur Facebook en partant, puis que genre c'était un peu mettre le contenu des médias sur ces plateformes-là gratuitement, c'était un peu... shake a hand with the devil. Oui. En se disant, on va utiliser Facebook pour aller chercher de la promotion, c'est ça, ouais. Mais en même temps, tu donnes ton contenu à ces plateformes-là. Tu donnes un headline puis une photo. Mais tu sais, ça, c'est une boîte de Pandore. Tu reviens pas en arrière. Puis là, les gens ont déjà leurs habitudes de vie. Tu sais, demander aux gens, hey, OK, arrêtez de vous informer sur Facebook. Là genre, chaque matin, choisissez-vous. Abonnez-vous à un ou deux journaux, idéalement. Ouais. Puis allez voir le site le matin pour voir les grands titres. Tu demandes aux gens de changer leurs habitudes. Puis d'ajouter un autre abonnement encore dans leur... Ouais, déjà quand les abonnements envers... T'as des abonnements pour tout, là. Des abonnements de Netflix, puis tout monte. Ouais. Je veux dire, c'est difficile. On a comme... Pour essayer d'aller chercher l'auditoire sur un Internet où tout est gratuit, on a habitué les gens au fait que l'information est gratuite, puis disponible en tout temps. Puis, c'est ça, c'est un peu comme... Tu sais, quand je mentionnais tantôt que beaucoup de gens ont comme l'impression que les nouvelles sortent de nulle part, on a comme un peu participé à ça en mettant notre contenu disponible gratuitement sur les plateformes. On dirait que ça sort de nulle part. Ouais. Fait que c'est ça. C'est quand quelque chose est gratuit puis disponible n'importe quand, tu y accordes moins de valeur. Ouais, c'est vrai. Puis après ça, c'est impossible. C'est pratiquement impossible de revenir en arrière. Non, parce qu'il y a des gens qui vont offrir de l'information gratuite. Ouais. Ben oui. Puis les autres vont le faire n'importe comment qu'ils veulent. T'sais. Ben c'est ça, exact. Puis depuis justement que les nouvelles sont bloquées, c'est-tu la panique à l'interne ou pas, ou la vie continue puis on... Écoute. Je pense que je peux pas vraiment commenter sur ce qui se passe à l'intérieur de Radio-Canada. Mais je peux le faire à Radio-Canada, mais dans les médias en général, est-ce que ça bouleverse tout l'écosystème ou c'est
Ben, ça change pas grand-chose, on continue comme c'était, on continue notre train. Mais je sais que, il y avait certaines inquiétudes, surtout avec les feux de forêt en Colombie-Britannique, que les gens auraient de la misère à aller trouver de l'information fiable à propos, par exemple, des mesures de... Il faut évacuer, puis là, la personne est chez eux, sur son iPad, à descendre Facebook, puis... elle évacue pas. De ce que je comprends, ça semble... Les gens ont quand même partagé l'information de bouche à oreille dans des groupes locaux, puis ils se sont entraidés comme ça. Mais c'est sûr que, bon, déjà, les médias qui ont été malmenés par l'avènement des réseaux... Ben, premièrement, l'avènement d'Internet, deuxièmement, l'avènement des réseaux sociaux, puis là, ça ajoute une couche de plus. En plus de ça, d'être au centre d'une guerre entre le gouvernement puis des multinationales, c'est ça. C'est pas la meilleure situation pour les médias, disons. Pour peu dire, là. Ouais. C'est du stock pareil. On dirait que plus ça avance, plus la technologie puis les médias sociaux, puis plus ça avance, on dirait que plus ça va vers le Wild West. Là. On dirait que c'est vraiment le Far West là, dans tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Puis c'est difficile de penser à une résolution. Je peux-tu être optimiste? Ben vas-y, s'il vous plaît, parce que là, j'allais retourner jusqu'à Québec avec la gueule basse. Là. Non, mais tu sais, ça fait plusieurs années là, qu'on parle que le web dans lequel on vit, le web 2 est mourant. Là, il y a quelques années, tu avais tous les partisans de la crypto qui disaient le web 3, c'est la nouvelle affaire, ça va être avec des NFT, ça va être nanana. Mais je dis pas nécessairement que c'est ça qui va arriver, puis l'essoufflement de la crypto, disons, porte à croire que peut-être pas. Plus rapidement qu'on pensait, mais, l'essoufflement de la crypto, on en reparlera. Mais ils ont quand même mis le doigt sur quelque chose, c'est que le modèle actuel de l'Internet semble plus fonctionner. Je sais pas si vous avez remarqué, l'Internet devient de moins en moins bon. Ouais. Fait que, comme on disait tantôt, les prix augmentent pour les Netflix, les Crave, etc. T'as des choses comme Uber que ça coûte de plus en plus cher. Il y a plein de services auxquels on s'habituait fonctionnent moins bien. Il y a des pubs. Que ça coûte fucking cher, puis il faut que tu sortes ta propre poubelle, puis que tu fasses ton lit en sortant. Là. Exact. T'as des services de streaming. Services de streaming maintenant qui lancent des ballons d'essai de mettre des pubs pendant les films, des choses comme ça. Donc on revient à un modèle comme la télé, en fait. Là. Si tu vas écouter ton film Netflix puis il y a 3 pubs pendant, ben ça, c'est le modèle de la télévision. Bref, je pense que... Même le modèle podcast... Tu sais, genre, on met des pubs, là. Ouais, on met des pubs au milieu, on met des pubs à la fin, on met des pubs au début. Tu sais, il y a de la pub. Avant, il n'y avait pas de pub dans le podcast. Là, il y a de la pub. Puis, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de briser. Puis, tu sais, je pense qu'avec les réseaux sociaux, c'est un peu ça aussi. C'est que quand tu parles aux gens, souvent, ils sont comme « je suis tanné ». Les réseaux sociaux, c'est toxique. J'ai plus le goût de me chicaner avec mon oncle à propos des vaccins. Puis j'ai plus le goût de voir des opinions. On veut garder ça pour Noël. Ouais. Comme dans le bon vieux temps, là. Un peu trop sous à Noël. Mais c'est ça. Ils veulent plus que ça soit leur quotidien. T'sais, anecdotiquement, je vois plusieurs gens de ma génération, en tout cas, délaisser Facebook quasiment totalement ou totalement. Les générations plus jeunes sont quasiment plus là-dessus. Ils utilisent Messenger pour s'envoyer des messages. Mais bref, je pense qu'il y a peut-être un point auquel les réseaux sociaux vont devenir tellement remplis de n'importe quoi, de toxicité, de mauvaises informations, de crap, que ça devient effectivement inutilisable. Puis là, avec l'avènement de choses comme ChatGPT, de la génération automatique de contenu de vraiment mauvaise qualité, on pourrait bien en arriver à un moment où genre t'es sur Twitter, tu sais même plus si t'interagis avec des êtres humains ou non. C'est rempli de textes tout croche. Tu vas juste faire comme regarde. Puis ça se peut que ça revienne comme avant, que les gens décident d'aller sur des sites web. Parce que je le sais que si je vais sur tel site web, je sais qui écrit ce site web-là. Puis je le sais, je connais les gens derrière ça. Ou quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore... on n'a pas encore pensé parce que c'est quelque chose de révolutionnaire. Je ne sais pas. Mais on sent vraiment que le statu quo sur Internet... Ça commence à se fatiguer, tu sais. Mais t'as raison quand tu dis que l'Internet est rendu mauvais. Comme c'est plus une expérience positive, c'est plus une expérience le fun non plus, aller sur Internet. Les services sont comme plus
sont plus intéressants. C'est un phénomène que l'auteur canadien Cory Doctorow appelle le inshitification. Donc l'emmerdissement. L'emmerdissement. Inshitification. Ouais. C'est comme cette tendance-là de grandes plateformes qui disposent de monopole ou quasiment de monopole, de juste rajouter des services, en enlever, tout le temps jouer avec la bébelle pour essayer d'aller sortir le maximum de profit de la machine. Puis ça donne comme ça comme résultat, c'est que ces services-là auxquels on s'est habitué, qui étaient super bons, gratuits ou vraiment moins chers que les équivalents dans la vraie vie, soudainement commencent à être moins bons, tu sais. Puis je pense que beaucoup de gens le sentent, ça. Il y a quelque chose qui... On dirait que l'Internet est il explose pas, mais tu sais, ça frise un peu ses barres, tu sais, puis tu le sens là, que ça marche. On n'est plus comme en 2010, là, où genre Facebook, c'est vraiment cool, tout le monde est là-dessus, puis genre, il y a comme quelque chose qui se trame, je pense. Mais le fait que ça soit, tu sais, je veux dire, l'Internet, maintenant, c'est tout, là, dans le sens qu'avant, il y avait un monde, l'Internet existait, tu y allais, tu te connectais, tu y allais, mais là, je veux dire, l'Internet, il est omniprésent, il est tout le temps là, on est tout le temps connecté, puis tout fonctionne avec l'Internet. Fait que j'ai l'impression que ça finit par aussi être retour à la case départ, dans le sens que si tout est Internet, rien ne l'est, là, dans le sens que, tu sais, ça revient... Juste prendre ça en note, man, pour faire des bumper stickers. Si tout est Internet, rien ne l'est. Mais... Dans le sens que ça va revenir, justement, tu disais, ben là, c'est comme si le modèle de la télévision revient parce que finalement, l'argent finit par mener le monde, puis c'est comment on monétise les affaires, puis c'est comment, puis j'ai l'impression que c'est ça, finalement, ce qu'on avait gagné en ayant une genre de compétition entre l'Internet et le non-Internet, finalement, si l'Internet devient le monopole de la vie, ça redevient un peu de la dompe. Là, ouais, mais c'est ça. La vie redevient la vie, la vie, c'était de la dompe, puis l'Internet devient de la dompe. Pendant une couple d'années, là. Il va falloir se trouver quelque chose d'autre qui va être la prochaine affaire qui sera pas de la dompe, qui sera pas la vie ni l'Internet. Un autre bumper sticker. Ouais, c'est ça. Non, mais t'as vraiment un bon point. Tu sais, c'est... Ça fait comme 12 ans, peut-être depuis la crise économique de 2008-2009, qu'il y a plein d'argent pour les investisseurs à investir dans des compagnies comme Uber, comme DoorDash, comme Netflix, comme toutes ces compagnies-là. C'est quasiment de l'argent gratuit que genre ils peuvent investir. Puis le modèle d'affaires de ces grandes compagnies-là, c'était on n'a pas besoin de faire de profit. On a juste à aller chercher le plus d'utilisateurs possible. Puis un jour, on va pouvoir avoir un profit parce qu'on va avoir tellement d'utilisateurs qu'on va être un monopole. Puis là, on pourra charger ce qu'on veut. Puis fait que c'est quasiment... Puis il y a ce concept-là qui appelle en anglais, c'est le Millennial Lifestyle Subsidy. C'est comme si le style de vie millénial avait été subventionné par ces investisseurs. Airbnb, puis Uber Eats, DoorDash. On a eu plein de services et de produits à bas prix. C'était pas profitable, mais on s'y est habitué. Puis là, ben, la facture est due. Là. Puis beaucoup de grandes compagnies maintenant, ben OK, là, les investisseurs commencent à dire, ben là, je veux mon cash. Pour moi, tu commences à être profitable. Puis là, ben, les prix montent, le niveau de service baisse. Puis, donc, tu sais, on a vécu un peu dans la dernière décennie comme dans une genre de bulle protective. Sur du cash emprunté, quasiment. Là. Ben, tu sais, moi tu sais, j'évolue dans le monde de la musique, là, tu sais, puis Spotify, je veux dire, c'est débile que ça existe quand tu y penses, Spotify, là, dans le sens qu'on avait un modèle qui fonctionnait. J'ai le goût d'écouter cet album-là, ben, faut que je l'achète, puis je l'écoute, puis il y a des revenus de cet album-là qui va à personne, puis là, c'est comme tout d'un coup, c'est sûr, si tu me donnes toute la musique du monde gratuitement, tout le monde va s'inscrire, puis là, toi, tu veux pas manquer le bateau parce que tu veux que le monde écoute ta musique, puis tout le monde est là-dessus. Fait que tu mets ta musique, tu vends ton âme, justement, tu fais un pacte avec le diable en mettant la musique là-dessus, mais c'est comme... Il y a juste quelqu'un qui a eu l'idée de génie de comme, hey, ben si je fais ça, tout le monde va aller là-dessus, les artistes n'auront plus d'argent, puis moi, je vais faire des milliards de dollars, puis c'est quasiment de la triche quand tu y penses, mais tu sais, ça n'a pas de bon sens que ça puisse exister, là, tu sais, puis on laisse ça aller, puis c'est comme, ben oui, c'est ça maintenant. C'est fou, hein, tu peux vraiment aller... chercher les gens quand tu offres, quand tu facilites leur vie, là, ben oui. Tu peux charger quasiment ce que tu veux. Tu sais, tu regardes des choses comme Steam, tu sais, la plateforme pour jouer aux jeux vidéo, ça a vraiment, vraiment réduit le piratage de jeux vidéo. Pourquoi? Juste parce que c'est simple. Tout est à la même place. Tu n'avais plus besoin d'aller au magasin acheter un jeu vidéo, tu peux juste avec un clic l'acheter, il se download ton ordi. Il fait la job tout seul, puis là tu peux jouer en 15 minutes. Juste rendre la vie facile aux gens.
les compagnies de jeux vidéo sont prêts à payer 30% à Steam juste pour ça. C'est comme, c'est vraiment, quand tu vas faciliter la vie aux gens, là, les gens sont prêts à payer l'argent. C'est vrai même si, comme tu disais avec Spotify, pour les artistes, c'est pas... Mais je veux dire, il y a quelqu'un, c'est ça, il y a quelqu'un qui paye à quelque part, il y a quelqu'un qui est désavantagé à quelque part, puis tu sais, quand c'est des créateurs, c'est triste. Hein? Oui, mais en même temps, il y a des créateurs qui se font découvrir par ça. Tu sais, moi, mettons, j'irais pas nécessairement acheter l'album de tous les artistes que je découvre sans les avoir entendus jamais, tu sais. Mm-hmm. C'est ça, en même temps, c'est ça, la vie des artistes est facilitée parce que tu mets ton album là-dessus en MP3, puis n'importe qui peut l'écouter. Quelqu'un peut l'écouter puis acheter un lien pour le show, là, tu sais. Fait que, mais c'est ça. Oui, en effet, tu sais, Spotify a un monopole quasi virtuel là-dedans. Mm-hmm. Puis, ben, c'est ça. Ça donne jamais rien de bon pour les petits artistes. Des artistes comme Taylor Swift, tu sais, ils en profitent largement. Son chèque de Spotify doit être pas pire quand même. Ouais. Probablement qu'elle a un deal spécial aussi, là. Tu sais, des artistes de même qui ont tellement de streams, qui ont probablement un pouvoir de négociation vraiment plus grand que le petit artiste qui met sa musique là-dessus. Puis tu sais, c'est que il y a du monde que je connais qui ont des millions de streams, là, tu sais, pas juste des affaires de 200 écoutes sur ta tune, là, des millions, puis c'est comme le... 1 million de streams? Tu vis pas de ça, là. Non. C'est des millions de streams, tu vis pas de ça, tu sais, Ouais. c'est quand même capoté, tu sais, puis... Ouais. en tout cas, bref, c'est sûr qu'après ça, il y a d'autres manières de monétiser ton truc, mais je pense que pour... versus le nombre de personnes qui écoutaient mettons, la même musique, tu sais, la musique qui a autant écoutée il y a 20 ans puis aujourd'hui, je pense que l'artiste aujourd'hui, probablement qu'il vit moins bien. Là. Probablement. Puis tu sais, quand tu vois après ça que, ben là, mettons, ils achètent Joe Rogan 300 millions, tu te dis, c'est pas parce qu'ils en ont pas d'argent. Là. Je veux dire, Non, c'est ils ça. en ont de l'argent, mais ils le mettent ailleurs, là, tu sais, que dans payer les redevances pour les artistes. Non, c'est ça. Fait que... c'est là qu'on a, tu sais, je pense... un thème de la discussion aujourd'hui, c'est ça, c'est justement des grosses compagnies qui en jouent large. Tu sais, comme Spotify peut se permettre de dire à des artistes, ben regarde, je vais te donner 3 cents pour 1 million de streams parce que je suis la seule plateforme puis tout le monde est là-dessus. Fait que si tu veux pas que personne écoute ta musique, c'est fine, mais mets-les pas sur Spotify. T'es pas obligé. Pas obligé. Un gun ça tente, c'est pas obligé. Vends-en des albums. Mais tu sais, c'est quasiment rendu... Quasiment tout le monde a Spotify, t'es obligé de le mettre là-dessus. Mais moi, tu vois, puis tu sais, les artistes, ils ont quand même un pouvoir parce que, justement, tu sais, Joni Mitchell, elle a enlevé toute sa musique de Spotify, dans le fond, en partie à cause de Joe Rogan. Puis, elle a sorti, tu sais, elle a fait un genre de show, c'est son premier spectacle en 20 ans, show live. Puis, tu sais, il est sur Apple Music, pas sur Spotify. Je me suis abonné à Apple Music pour pouvoir l'écouter. Cool. Puis là, maintenant, je suis un auditeur Apple Music, tu sais. Fait que, tu sais, il y a quand même... C'est sûr que là... Tu es désabonné de Spotify? Pas encore. Faudrait que je le fasse. Ouais, Parce que là, je paye là, tu double take, là, il y a des applications pour ça, hein, qui mais te c'est ça. désabonnent. Mais ça pour dire que, tu sais, je veux dire, monsieur, madame, tout le monde ou l'artiste émergent n'a pas ce pouvoir-là, mais tu sais, il y a quand même un pouvoir, là, tu sais, de faire quelque chose pour contre ça. Ouais. Ben c'est ça, c'est que pour continuer sur ma lignée optimiste, je pense pas que ces services-là vont s'en aller en s'améliorant. En tout cas, on voit déjà que les services commencent à être moins bons. Fait que peut-être que les gens vont juste arrêter de utiliser ces grands monopoles-là. Peut-être. Mm-hmm. Reste à voir, je pense que tout est possible. Mais tu sais, il y a une chose, je pense que quasiment tout le monde est d'accord, c'est que les géants du web gèrent mal leur affaire. Tu sais, si tu parles à des gens de gauche, ils disent que Twitter, ça a plein de suprémacistes blancs, nanana. Tu parles à des gens de droite, ils sont comme, on se fait censurer. Ouais. Comme tout le monde est fâché sur comment ces plateformes-là gèrent, modèrent les discussions sur le site. Il y a quasiment personne qui est content avec yes sir, comment très ça cool, se passe. Ouais. Fait que ça, c'est un point, genre, c'est vraiment un point de contention vraiment fort. C'est que je pense que une bonne proportion des gens réalisent que l'Internet est contrôlé par ces géants-là, puis que c'est peut-être pas nécessairement une bonne chose. Donc, est-ce que ça augure un changement potentiellement? Ben, qu'en est-il de la promesse du Web 3, la 3e version du Web, qui annonçait une genre de décentralisation puis de reprendre le contrôle avec la crypto, entre autres, les NFT. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Parce qu'il y a eu un énorme vent dans les voiles, puis dernièrement, ça semble avoir
écrasé. Là. Ouais, l'effondrement de l'écosystème de la crypto de l'année passée, c'était assez incroyable. Là, voir ça se déployer en temps réel. Il y a eu 2 gros crashs. Toi, tu suivais beaucoup ça. Ouais, exactement. À l'époque, j'enquêtais sur une compagnie de crypto qui s'appelle Celsius, dans laquelle la Caisse de dépôt et placement du Québec avait investi 150 millions de dollars US. Il y a toutes sortes de questions sur cette compagnie-là, comment ils font leur argent. Puis, bref, le PDG a été arrêté pour fraude il y a un mois à peu près. Il y a eu 2 gros crashs, un après l'autre. Donc au printemps 2022, puis ensuite le gros FTX l'année passée. FTX est quasiment devenu la compagnie de crypto la plus connue, donc une des plus grosses échanges de crypto au monde qui, en l'espace de 72 heures, s'est complètement évaporé. C'était une des plus grosses plateformes finies. Tous les gens qui avaient de l'argent sur cette plateforme-là, c'est bloqué, là, sont en faillite. Le PDG... J'ai un ami qui a perdu ses économies. Avec ça. Ça se peut qu'ils puissent avoir de l'argent là, parce que là, le processus de faillite est en cours. Puis, ça suce ça, man. Ouais. Il y a beaucoup de gens. Puis, je voyais dans le processus de faillite, les gens qui ont perdu de l'argent ont le droit d'envoyer des lettres au juge pour montrer leur motivation. Puis tu lis des histoires d'horreur là, des gens que c'est comme je sauvais de l'argent pour la naissance de mon bébé, puis j'en ai plus. Là, c'est bloqué. Là, ça se peut que les gens retrouvent un certain pourcentage de leur dépôt parce que FTX vaut pas 0$. Ils ont quand même encore des actifs qui peuvent être liquidés. Mais ça peut prendre des années, puis on sait pas combien d'argent les gens vont pouvoir aller chercher. Fait que ce qui est arrivé, c'est que FTX était la compagnie la plus en vue. Il y avait des commerciales au Super Bowl de FTX. Tu avais un stade à Miami, FTX Arena. Il y avait toutes sortes de deals avec des célébrités. C'était vraiment en vue. Puis c'était vendu comme la place sécuritaire où investir en crypto. Là, de voir ça en l'espace d'une fin de semaine exploser de façon spectaculaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez combien de temps? En gros, mettons la version moyenne. En gros, le PDG Sam Bankman-Fried avait une compagnie d'investissement crypto qui s'appelait Alameda Research, qui supposément avait réussi à faire de l'argent en misant sur la différence sur le prix du Bitcoin entre le marché nord-américain et le marché en Corée. Bref, on ne sait pas si c'est vrai, mais il a réussi à avoir beaucoup d'argent. Il a fondé FTX. Puis c'était supposé d'être séparé. Donc sa compagnie Alameda Research, c'était supposé être une compagnie à part de FTX. Il avait même nommé sa blonde à l'époque, PDG d'Alameda, supposé avoir un pare-feu entre les deux. C'était pas le cas. Puis Alameda allait prendre l'argent des dépôts. Donc, supposons que tu mettais 10 000 $ en Bitcoin sur FTX. Ben, eux autres, ils prenaient ton Bitcoin. Dans ton compte, tu avais encore 10 000 $ en Bitcoin, mais ils prêtaient à Alameda, puis Alameda s'en allait faire des bets sur le marché de la crypto. Puis quand le marché montait, ils faisaient de l'argent gratuit. C'était comme si c'était des génies qui avaient réussi à trouver une formule pour générer de l'argent infini. Prendre l'argent de quelqu'un d'autre, l'investir, puis en faire empocher les profits. Puis quand la personne veut retirer son argent, tu fais juste lui donner. Le problème, c'est que quand le marché commence à planter, là, ça marche plus. Puis ce qui est arrivé, ben c'est ça, c'est qu'ils se sont retrouvés avec un immense trou dans les finances d'FTX où ils avaient prêté tous les dépôts de leurs clients ou une grande proportion des dépôts de leurs clients à leur compagnie sœur. Puis, ben, un moment donné, les gens ne pouvaient plus retirer leur argent. Fait qu'ils ont été obligés de bloquer tous les retraits, tous les transferts. Puis là, ben, depuis ce temps-là, ben, les gens sont dans l'inconnu. Le procès de Sam Bankman-Fried est supposé de commencer en octobre ou novembre. Il fait face à plusieurs chefs d'accusation. Puis, je veux dire, il court le risque de passer le reste de sa vie en prison. Ben, c'est ça. Donc, explosion spectaculaire d'une des compagnies les plus en vue. Disons que je pense que ça a miné beaucoup la confiance des gens envers le système de la crypto. Là, parce que c'était vendu comme un système financier parallèle qui est décentralisé. On sort du contrôle des grandes banques. Le système économique qui est piégé contre vous, ben là, on bâtit ensemble un nouveau système économique qui va travailler pour les gens, par le peuple, pour le peuple. Puis là, on se rend compte que, ben, finalement... l'humain reste un humain, là, à la fin de l'histoire. c'est gangréné de fraude, cet écosystème-là. Je veux dire, quand tu regardes
quand tu regardes les origines de Bitcoin, c'est quand même fascinant. T'sais, l'idée derrière ça a émergé suite au crash financier de 2008-2009 en disant, regarde, les banques ont tout bousillé le système financier, on va trouver une manière de les contourner. Tu te retrouvé 13 ans plus tard avec les compagnies de crypto ont fait la même chose. Ouais. En fait, je veux dire, si tu regardes comment FTX s'est planté, c'est à peu près semblable à qu'est-ce qui a fait planter le système financier. C'est une bulle, puis avec toutes sortes d'instruments financiers complexes que les gens ont créés. Puis Celsius, je parlais de Celsius tantôt, la compagnie dans laquelle la CDPQ investit des 150 millions de dollars US, ben c'est une compagnie qui offrait des prêts en crypto. Fait que tu pouvais aller mettre de la crypto, emprunter de l'argent, tu pouvais mettre de la crypto, emprunter d'autres cryptos. Mm-hmm. C'est un peu la même chose qui a fait planter Wall Street en 2008-2009, c'est que tu fais des prêts, puis des prêts de plus en plus risqués, puis un moment donné, ben, quand le marché il baisse, puis que les gens arrêtent de repayer leurs prêts, ben tout plante, puis tout le monde perd tout l'argent. Mm-hmm. Fait que c'était fou, c'est comme en 12 ans, ils ont juste répété toutes les mêmes erreurs, puis ils sont arrivés au même Exactement résultat. le même point. Là. Ouais, exactement. Ouais. Hey man, perdre tes économies au complet dans ça, là, ça doit être une des choses les plus horribles à vivre. Là. Mm-hmm. Mais c'est qu'il y avait tellement de monde, on dirait que c'était... Puis tu sais, l'espèce de genre stéréotype crypto bro, là, les gars qui faisaient juste parler de ça, mais il y a du monde qui c'était devenu... Ils sont tellement embarqués vite dans la patente, en pensant, je sais pas, la promesse d'opportunité, on dirait, qui... Dans n'importe quoi, on dirait que dans n'importe quoi, il faut que tu prennes ton temps. Là. Dans n'importe quoi, il faut que tu le regardes aller, mais il y en a qui ont embarqué là-dedans et qui c'était devenu comme leur personnalité. Moi, il y a un gars que j'ai arrêté de voir à cause qu'il me parlait de ça. À toutes les hosties de fois, je le voyais. Ouais. Ben, Je l'évitais après parce que c'était comme, man, je peux pas passer une heure avec toi, man, ça n'a pas de sens. Là. si tu regardes ça de son côté, tu sais, participer à créer un nouveau système financier, il y a quelque chose de quand même incroyablement... Faut que tout le monde, faut que tu embarques du monde avec toi pour que ça soit le plus gros. Là. Tu es en train de créer quelque chose de nouveau que dans ta tête, ça va être le nouveau système financier, on va remplacer les banques. Puis c'est pas juste ça, c'est qu'il y a des gros problèmes avec le système financier en ce moment. Il y a des gens qui sont exclus par le système financier, qui peuvent pas aller chercher des prêts, qui peuvent pas... Puis des compagnies comme Celsius disaient, on fait pas d'enquête de crédit, tu peux emprunter de l'argent, il n'y a pas de problème. C'est vraiment séduisant. Puis tu sais, tu regardes des statistiques aux États-Unis, par exemple, le crypto bro stéréotypé, c'est un gars genre de classe moyenne, blanc, qui conduit une Ferrari. Ouais. Ben, les statistiques, c'est quelque chose comme 10% des blancs aux États-Unis avaient de la crypto, 20% des noirs avaient de la crypto. Pourquoi? Parce que le système financier a historiquement discriminé contre les communautés noires aux États-Unis. Ils ne pouvaient pas aller chercher des prêts. Puis là, tu as des gens qui arrivent, ben nous, on est en train de bâtir quelque chose de nouveau, puis investis avec nous autres parce que, genre, nous, on discrimine pas, on check même pas ton identité avant de te donner des prêts. Ouais. C'est super séduisant, puis c'est plate parce qu'il y a plein de gens qui se sont embarqués là-dedans de bonne foi, qui ont été complètement lessivés par ces compagnies-là. Je sais qu'on a le stéréotype d'un crypto bro avec sa Ferrari, puis qui dit à tout le monde « have fun staying poor », puis genre, c'est vraiment pas juste ça, les gens qui ont investi en crypto, puis c'est une conséquence aussi là, du fait que ben il y a des problèmes avec le système financier actuel. Mais, tu sais, puis moi, c'est aussi les NFT, là, que c'est un concept que j'ai de la misère à pas trouver de l'absurdité là-dedans. Puis tu sais, c'est juste que j'ai l'impression qu'il y a comme un genre de quelque chose de pyramidal là-dedans, dans le sens que plus il y a un engouement pour ça, plus on en parle, plus on réussit à embarquer des gens là-dedans, ben là, plus ça prend de la valeur. Puis là, tu sais, mettons, on l'a vu avec les fameux Bored Ape, là, les singes, là, tu sais, c'est comme le gros hype, là, toutes les célébrités achètent ça, hein, wow, puis là, ça fait monter la valeur, puis là, il suffit qu'il y ait quelque chose qui arrive pour que, comme, ce qui valait 2 millions en vaut 200 000, mais tu sais, c'est comme... Puis tu sais, pour quelque chose qui est intangible, finalement, là, c'est comme si j'ai réussi à te convaincre... hey, la roche, là, que j'ai trouvée dans le parking, là, elle est tellement malade, cette roche-là, man... puis là, je réussis à convaincre assez de monde que la roche est débile, qu'elle vaut 20$. Qu'elle vaut vraiment cher. Puis là, il y a une enchère. Finalement, je réussis à vendre la roche
10 000$ juste parce que j'ai réussi à convaincre le plus de monde possible que la roche est incroyable quand je l'ai trouvé dans le parking. Tu sais, c'est tellement abstrait que c'est quelque chose de bizarre là-dedans. Je dirais aussi que c'est la nature humaine. Tu sais, quand j'étais jeune, les cartes de hockey, c'est un bout de carton avec une photo d'un athlète. Genre, ben oui. Oui, c'est un objet qui est tangible, mais tu sais, j'avoue que ça n'a pas de valeur intrinsèque, la valeur qu'on lui accorde comme tout finalement. Tu sais, t'avais genre la carte rookie de Wayne Gretzky qui valait je sais pas combien de milliers de dollars, mais si tu voyais ça comme un investissement puis tu l'achetais, tu t'attendais à ce que quelqu'un te l'achète plus cher que toi tu l'as acheté. Fait que ça aussi c'est pyramidal, c'est qu'il faut tout le temps que tu trouves quelqu'un qui est prêt à te l'acheter plus cher. Puis à un moment donné, c'est où la limite? C'est la même chose avec de l'art, tu sais, comme une peinture de Picasso que tu achètes 8 millions de dollars. Si tu veux faire un profit, il faut que tu trouves quelqu'un qui va te l'acheter plus cher. C'est juste, j'ai l'impression que Picasso a fait ses preuves, là, dans le sens il y a une valeur culturelle, oui. Puis tu sais, j'ai pas l'impression, peut-être qu'un jour, les valeurs des Picasso vont complètement chuter, puis là, ça va se vendre 5$ sur le bord de la rue. Peut-être, mais j'ai moins l'impression que des images générées par ordinateur, mettons. Mais tu vois, les Bored Ape avaient, pour certaines personnes, une valeur culturelle dans le sens que tu faisais partie d'un club, tu étais invité dans des parties VIP où il fallait que tu montres la preuve que tu détiens un Bored Ape pour pouvoir rentrer dans les parties. Il y avait justement des célébrités qui étaient entrées. Tu pouvais faire partie d'un club avec Eminem puis Snoop Dogg, là, quand même. Genre, puis Jimmy Fallon puis Paris Hilton. Tout ça a été orchestré fort probablement des célébrités comme Jimmy Fallon puis tout. On le sait maintenant que leurs agents disposaient d'investissements dans OpenSea, qui est une des plus grandes plateformes pour vendre et acheter des NFT, puis que disons que c'était peut-être de la promotion pas 100% déclarée. Tu sais, c'était pas 100% organique, là, mais tu sais, c'est que je comprends, là, je veux dire, moi, j'ai fait un podcast une série de podcasts au complet sur le monde de la crypto où on en parlait de l'absurdité de la chose parfois, puis de la fraude, puis tout, mais il faut aussi voir qu'il y a des gens qui rentrent là-dedans sincèrement en voulant changer les choses, en voulant participer à quelque chose de nouveau, puis en voulant profiter, tu sais, de changer leurs circonstances, de dire, le rêve que tu as acheté un Bored Ape au mint price à 1200$ US, puis que là, il vaut 1 million. Ça change ta vie du jour au lendemain. C'est comme gagner la loterie, tu sais. Les gens achètent quand même des billets de loterie, même si les chances... Ça reste que c'est plus du gambling que de l'investissement. Je veux dire, des fois, tu perds, des fois, tu gagnes, mais tu sais, c'est pas comme... On a fait un podcast hier sur l'investissement en bourse, là, tu sais, puis je veux dire, c'est pas comme juste acheter... ton S&P 500 puis dans ton fonds puis laisser ça mûrir pendant 30 ans puis après ça tu peux prendre ta retraite là, c'est du gambling dans le fond là, tu sais. Toi t'as du risque, tous les investissements ont du risque. Mais l'affaire avec ça c'est que il n'y a pas de track record comme on parlait de l'art avec Picasso, tu sais, on sait les tendances de ça là, les NFT et la crypto c'est arrivé tellement vite qu'on ne savait pas c'était quoi les tendances d'investissement, puis on le sait pas encore aujourd'hui. Ah non, puis il y a aussi des promesses, on promettait aux gens que quand tu achètes un Bored Ape, tu détiens les droits d'auteur, puis que si quelqu'un veut faire de la marchandise, tu peux faire de la marchandise avec ton Bored Ape, puis avoir toutes les royautés, puis tout ça. Ça, c'était comme encodé dans l'NFT que tu as les droits d'auteur, mais en vérité, on ne sait pas si vraiment ça serait reconnu par les systèmes légaux, tu sais, comme... C'est shady, ça reste shady quand même. C'était beaucoup d'idées qui étaient avant-gardistes, disons comme ça, qui ont été déployées probablement un peu trop rapidement, comme tu as dit. L'idée d'un objet digital, numérique, qui est unique, je veux dire, il y a une idée intéressante derrière ça. Le concept même du NFT. La technologie derrière la crypto est fabuleuse, dans le sens que c'est une vraiment bonne manière d'éviter... de recopier des données ou d'encrypter des données, tu sais, mais... Ouais, mais c'est ça, tu sais, il y a des idées, les gens qui ont créé le Bitcoin, c'était des activistes, tu sais, c'était pas des gens qui voulaient s'acheter des Ferrari, là, c'était des gens qui étaient comme... La finance débarque sur Internet, les gouvernements vont nous surveiller, il faut trouver une façon de transférer de la richesse sans se faire bloquer, sans se faire surveiller. C'était vraiment un projet politique plus qu'autre chose. Il y a quelque chose de fascinant derrière ça. L'idée est quand même génial en quelque part de tu réussis à transférer de la valeur sans qu'il y ait une autorité centrale qui dise oui, tu as le droit. Il y a quand même ils ont réussi à résoudre un problème fondamental. C'est quand même assez intéressant. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait avec, qu'est-ce que la communauté a fait avec. L'idée des NFT aussi, il y a quelque chose de vraiment intéressant d'un point de vue technologique ou même conceptuel, de genre on crée un objet numérique qui est unique, auquel on peut attribuer une valeur, parce que sur Internet,
tu peux copier-coller des photos, mais le NFT, il existe. T'sais. C'est un objet numérique. Il y a une idée intéressante derrière ça. Maintenant, en vérité, ben, un NFT, c'est un lien vers une image. C'est ça, exact, c'est ça. Fait que genre, si le lien disparaît, ton NFT, il n'y a plus d'image dedans. Si quelqu'un réussit à hacker l'image puis remplacer avec quelque chose d'autre, ben ton NFT, c'est ça maintenant. Mais quand même, l'idée derrière ça, il y a quand même quelque chose d'intéressant là. Mais l'avantage de la technologie derrière la crypto, c'est pas justement ça, c'est que c'est presque impossible à hacker, non? Parce que les données sont comme réparties sur tous les utilisateurs, que ça crée un réseau que... Ouais, c'est ça. C'est, le NFT en tant que tel, tu pourrais pas aller le modifier sans contrôler le 51% des ordinateurs qui valident la chaîne de blocs. Mais le lien sur lequel l'image est hébergée, est-ce qu'il est aussi sécure que ça? Pas tout le temps. Pas tout le temps. C'est ça l'affaire. C'est que le NFT en tant que tel, tu pourras pas aller changer l'URL dedans. Mais l'image en tant que telle, est-ce que si la personne arrête d'héberger cette image-là dans 50 ans parce que les choses disparaissent sur Internet, ben tu sais, c'est ça. Conceptuellement, c'est quand même quelque chose d'intéressant, mais tu sais, c'est ça. C'est pas parfait. J'achèterais quand même un Picasso avant un NFT du même prix, maintenant. Ben man, il y a Post Malone. Il a acheté une carte Magic. Il a acheté une carte Magic à 2 millions, man. C'est quand même hot, là. C'est fou. The One Ring. Il y en a juste une, man. Ben ça, c'est hot, là, ouais. C'est un Canadien qui l'a trouvé en plus. Ouais. La vidéo, est-ce qu'il la trouve, là, ou est-ce qu'il ouvre le booster pack, puis là, il la trouve, sa main, elle shake de même, là. Il est comme... C'est 001 sur 001, là. Ça a changé une vie en esti, là. Hein? Post Malone, quelle légende. Moi, j'ouvrais genre un booster pack de Magic, j'avais genre une carte foil, puis je paniquais, là, elle valait genre 40$. Une laine à 20$, là, t'es comme, wow, j'ai une carte à 20$. 2 millions, hein, t'imagines? Après ça, tu l'as. T'as fait encadrer. J'espère qu'il va la faire encadrer, Post Malone. Au moins, il joue à Magic, fait que tu sais. Ben, c'est ça, c'est un tripper, tu sais. C'est un tripper de Magic. Puis il y a cet argent-là, tu sais. Et je l'entendais justement sur le podcast de Joe Rogan, il parlait de... Lui, sa plus grande peur par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que maintenant, mettons, le monde, là, on peut encore entendre quand une œuvre est créée par l'intelligence artificielle. Tu sais, mettons, j'ai entendu, je pense, c'était Donald Trump qui chante Summertime Sadness de Lana Del Rey, là, tu sais. Ça devait être bon, Puis c'était quand même, genre... C'était Donald Trump qui chantait Summertime Sadness de Lana Del Rey, mais ça paraît encore un petit peu que c'est de l'intelligence artificielle. Mais lui, il disait... Que ce qu'il pense qu'il allait s'en venir, puis qu'il savait pas trop quoi faire avec ça, c'était que quelqu'un allait pouvoir, mettons, écrire un prompt qui est genre je viens de me faire laisser par ma blonde Jessica, puis je me sens triste, genre. Puis là, plus tu mets de détails, puis là, l'intelligence artificielle t'écrit une toune de Post Malone qui parle exactement de ton expérience à toi, genre ton expérience personnelle. Puis il dit, une fois que ça devient la patente, puis parce qu'il dit, il y a du monde qui aime mes tunes parce que c'est des bonnes tunes, mais il y a aussi du monde qui aime mes tunes parce que c'est moi qui les font. Ouais. C'est moi qui les fais. Puis il dit, là, il y a du monde qui vont pouvoir juste commander, sur commande, une tune encore plus précise de ta propre situation avec un artiste que t'aimes. Puis tout ce monde-là, ils n'auront plus besoin de moi, là, tu sais. Ils n'auront plus besoin d'artistes comme ça parce qu'ils vont pouvoir écouter exactement ce qu'ils veulent quand ils veulent, tu sais. Ouais, je pense pas qu'on est rendu là. Non, pas là encore, là. On parle souvent de chansons générées par l'intelligence artificielle, mais il faut garder en tête que c'est pas vraiment ça. C'est plus des filtres de voix, là. Fait que, pour l'instant, oui. C'est quelqu'un qui va chanter puis qui va se mettre un filtre de Donald Trump ou quelque chose comme ça. De générer une chanson 100%, peut-être qu'un jour, les gens vont écouter ça, mais les gens écoutent de la musique pas juste pour avoir du bruit de fond. Là, le monde va ressentir une connexion. Puis souvent, les gens vont aimer l'artiste quasiment autant que l'art. Ben non, mais c'est justement ça. C'est ça que lui, il mentionne comme problème. Il dit, si le monde aime, même moi, mettons, qui écoute la musique que j'aime, puis écoute la musique parce que c'est moi, ben s'ils sont capables de m'avoir moi, qui fait quelque chose qui est encore plus proche de leur expérience personnelle, ben ils n'auront plus besoin de moi, tu sais. C'est un peu ça son affaire, mais je comprends qu'on en est probablement loin. Ouais, je veux pas être le gars qui dit ça arrivera jamais, puis là finalement on sort la clip dans 5 ans. Ça arrive dans 5 ans. Cave, là.
mais tu sais que c'est ça. On est famous pour faire ça, ressortir des vieilles entrevues puis popper. Honnêtement, je vois pas pourquoi aujourd'hui, tu sais, si on est capable de dire à ChatGPT, écris-moi un scénario de film avec telle histoire, tel personnage dans le style de un tel, puis tu décris assez bien, puis qui te fait quelque chose de correct. De pas pire, mettons, là, peut-être que tu retravailles, mais de toute façon, ça vient de naître, là, cette affaire-là. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas dire écris-moi une toune où est-ce que les violons sont quand même importants dans le style de Coldplay, mais qui parle de telle affaire, puis que le bridge va sur tel accord, puis nanana, puis qui te le fait. Je veux dire, moi, v'là vraiment pas tant longtemps, je disais, tu sais, jamais l'intelligence artificielle va pouvoir imiter des voix, mettons. Là, oui, c'est vrai que c'est quand même ça a été chanté, puis là, on remplace la voix, mais c'est quand même impressionnant quand même ce que ça fait. Il y a un artiste, mettons, qui a composé une tune, puis là, il dit « Préférez-vous ma tune chantée par Kurt Cobain, Dua Lipa ou telle autre personne? » Puis là, t'as 3 versions de la tune avec les voix, puis tu sais, je veux dire, c'était Kurt Cobain pareil, là, tu sais. Quelque chose, puis tu sais, il y a pas longtemps, je disais jamais qu'on va être capable de faire ça, là, on le fait, tu sais. Fait que j'ai quand même l'impression qu'à la vitesse où la technologie puis le monde évolue, je vois pas pourquoi ça n'existerait pas, là, tu sais. Ouais. Écoute, je dis ça en tant que personne qui a beaucoup interagi. Tu sais, on l'a ChatGPT au bureau, puis on y fait faire plein d'affaires pour essayer de voir comment la machine fonctionne, puis je te dirais que tu te rends compte assez rapidement des limites, en tout cas actuelles. Là. Là, on parle de ChatGPT 4, qui est quand même pas si vieux que ça. Là. Pour moi, en ce moment, des choses comme ChatGPT, c'est un tour de magie. Ça donne l'impression que c'est super impressionnant ce que c'est en train de faire, mais c'est une illusion. C'est comme un magicien qui prend une carte, puis là, il la fait disparaître, puis elle apparaît dans ta poche. On dirait que c'est ça qui est arrivé, puis ton cerveau fait comme waouh, hey, c'est incroyable, mais c'est pas ça qui est arrivé, c'est un truc. Puis tu sais, ChatGPT, c'est un peu ça, c'est un truc. Ce que c'est une analyse statistique du langage humain qui est capable d'établir des liens entre des choses. Puis quand tu y feeds une phrase, il est capable de dire bon ben les mots dans cet ordre-là, dans cette phrase-là, ça génère tel genre de réponse. T'sais. Puis c'est vraiment un modèle statistique. ChatGPT n'est pas capable de penser. Puis quand tu comprends ça, puis tu lui fais générer beaucoup de texte, tu te rends compte comme tu le vois tout de suite. Ma belle-mère qui est professeure d'université, elle m'envoie un courriel que son élève il a écrit parce qu'il a remis son devoir en retard, puis elle dit il me semble qu'il est bizarre ce texte-là. Je le regarde, ça a pris 3 secondes, je suis comme c'est ChatGPT qui a écrit ça. Tu le vois, il y a tout le temps les mêmes. C'est dur à expliquer, mais genre tu le vois, le niveau de langage, les phrases, ils ont tout le temps la même longueur puis le même rythme. C'est tout le temps la même. Si tu demandes à ChatGPT d'écrire des poèmes, par exemple, au début, t'es comme wow, genre, j'avais demandé écrit une tune de Bob Dylan qui parle de genre l'Odyssée d'Homère, genre. Puis là, ben, tu sais, ça parle de l'Odyssée d'Homère, puis ça a des mots du genre un peu qui ressemblent à Bob Dylan. T'es comme wow, c'est vraiment impressionnant. Mais quand t'en génères plusieurs, tu te rends compte, ok, ouais, non, c'est un truc de magie. Tu sais, c'est vraiment comme ça donne l'impression que la machine elle réfléchit. Ouais. Mais il n'y a aucune créativité dans le fond, c'est ça. Non, dans le fond, c'est que ce que ChatGPT a fait, c'est que ils ont pris des milliards et des milliards de textes humains, ils ont feedé ça, puis la machine développe un modèle statistique elle trouve des liens entre des choses. Puis elle fait juste recracher ça. Elle prédit ce que tu veux entendre par rapport à son analyse. Là, on parle, c'est extrêmement sophistiqué. Là, vraiment, on simplifie, là, mais elle réfléchit pas la machine. Fait que ça fait en sorte qu'elle est super bonne à certaines choses. Par exemple, Bob Dylan puis l'Odyssée d'Homère, c'est deux choses qui n'ont aucun lien ensemble, mais capable de trouver des liens entre ça parce qu'elle a fait tellement d'analyses sur des millions et des millions de textes. Mais pas capable de réfléchir. Donc, si tu lui demandes de réfléchir à des problèmes, de résoudre des problèmes qui sont quand même qui sortent de l'ordinaire ou qui nécessitent de réfléchir, il est plus capable, ChatGPT. Puis ça cause problème aussi parce que c'est ça, il recrache plein d'erreurs. Là. Ça, on le sait, c'est absolument fou. Là. Si tu demandes à ChatGPT d'écrire, par exemple, ma biographie, parce que, tu sais,
il y a des informations à mon sujet en ligne, mais pas énormément. Il n'y a pas eu énormément d'articles qui ont été écrits à mon sujet, mais ChatGPT va juste inventer des choses. Ils vont inventer des affaires, c'est ça. Il va dire que, je me rappelle la dernière fois que j'ai essayé, ça disait que j'avais gradué de l'Université de Toronto. Pas vrai. Puis ça disait que j'avais animé des émissions de radio. Pas vrai. Mais ce que c'est que ChatGPT comprend que je suis journaliste à Radio-Canada, que j'ai un nom anglophone. Puis là, dans sa tête, dans son modèle statistique, ben, des journalistes qui ont des noms anglophones, ben, il y a une grande chance qu'ils ont gradué de l'Université de Toronto. T'sais, ils pigent dans toutes les biographies de journalistes anglophones qui ont été écrites. C'est comme... Okay. C'est ça, quand tu vois un peu derrière le rideau de la machine, tu te rends compte, OK, il y a quelque chose de... C'est pas que c'est pas impressionnant, parce que quand tu sais comment un truc de magie est fait, ça peut quand même être impressionnant. Il y a une certaine... mécanique. Il y a une mécanique, il y a une habileté, puis ce que OpenAI en fait avec ChatGPT, c'est complètement fou, c'est impressionnant d'un niveau technologique, mais c'est ça donne l'impression que la machine qu'elle a un esprit, puis elle n'en a pas. Elle fait juste recracher, c'est ça, son analyse statistique du langage humain. Ouais, je comprends. Mais il y a quand même des applications, peut-être pas de ChatGPT, mais des applications de l'AI en général qui déjà peuvent remplacer l'humain là, dans certaines sphères. Là, on en parlait une fois, là, quand on était plus jeune, il y a un gars qu'on connaissait, je sais pas qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, peut-être qu'il fait encore ça, il faisait des pochettes d'albums de métal. Là, il faisait des hosties de belles pochettes. Pascal Lacaire, son nom. Puis, c'est vraiment là, des espèces d'artiste fou, de dessins qui devaient prendre une éternité à faire avec un souci du détail incroyable. Je sais pas combien de temps ça devait y prendre. Bref, aujourd'hui, je veux dire, tu peux générer ça en 0.2 secondes. Là, son Midjourney. Avec des Midjourney, des affaires comme ça. On avait fait, puis quand on parlait de ça, genre, j'avais écrit Dave Grohl comme personnage de Mario Kart. Puis, ce que ça m'a donné, j'aurais même pas su. Mettons que c'était ça que je voulais comme pochette d'album, là, mettons. Là. Ouais. Puis, j'aurais même pas su quoi demander de différent à un artiste. Tu sais, mettons, j'avais exactement ce que je voulais. Là. J'aurais pas su quoi faire de mieux, mettons, ou quoi modifier pour que ce soit plus de mon goût. C'était comme un prompt, à peu près 30 secondes de temps de générer, puis ça venait de faire mon cover d'album. Là. Puis c'est quand même inusité comme prompt, là, tu sais. Mais ouais, effectivement, que ça puis quand j'ai vu ça, puis quand j'ai commencé à gosser avec Midjourney, j'ai fait, je pense plus que je vais jamais avoir besoin beaucoup d'illustrateurs dans le fond. Écoute, c'est sûr que il y a beaucoup de gens qui vont au moins tenter de remplacer des jobs avec ça. Même si ça fait pas la job à 100%. On en a déjà vu, là, genre... T'as partagé une photo sur Twitter dernièrement, c'est genre une compagnie qui fait genre si vous voulez avoir du fun au travail, là, c'est juste du monde comme qui ont l'air vraiment heureux. Puis là, en arrière, t'as genre une monstruosité, là. T'as genre une fille qui est comme la face toute décrochée. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, je la vois encore, cette pub-là. Ils ont continué à l'utiliser. Ils l'ont gardé encore. Non, mais c'est ça. C'est comme good enough, tu sais. C'est horrible, là. C'est genre, assurez-vous. Je pense que tu disais comme, hey, si vous êtes pour utiliser Midjourney, assurez-vous de pas avoir ça. C'est genre, on dirait, là, un monstre en arrière. Ah non, mais c'est ça l'affaire. C'est quand même que je vous dis que les résultats de ChatGPT pis tout, c'est pas si impressionnant que ça. Si pour certaines compagnies ou certaines personnes, c'est juste assez bon pour que ça passe, ils vont remplacer les jobs avec ça. C'est ça un blogueur qui a besoin d'écrire un article. Je pense que c'était Ali Primo sur son site web, là, il disait je donne au monde 25$ pour un article, puis genre de 250 mots. Plus besoin de personne qui va écrire un article de 250 mots. Là. T'as besoin d'une personne qui est capable d'en pondre 50 en une journée avec ChatGPT. Nous autres, on a trouvé des publicités sur des sites de vente de maisons là, qui sont carrément écrits par ChatGPT. On le sait parce qu'ils ont par accident ils ont copié-collé le Regenerate Response. Ah ouais. Des annonces de toutes sortes, des sites de dropshipping. J'ai même vu, je vous jure, un gars qui a écrit un message pour annoncer le décès de sa mère avec ChatGPT sur Facebook. Là. C'est comme... Un message touchant pour ma belle-mère. Genre, c'est comme... Quoi dire pour mes vœux à mon mariage, ChatGPT?
C'est fou, Ben, tu sais, hein? t'as plein de. Tu sais, on a trouvé un exemple, je l'avais partagé sur Twitter, mais une ville aux États-Unis qui ils font un post pour commémorer Juneteenth, là, qui est la fête de la reconnaissance de l'histoire des Noirs aux États-Unis. Puis ils ont fait ça par ChatGPT. Puis t'es comme. Est-ce que t'es vraiment sincère? Ça n'a pas de sens. On veut reconnaître la communauté noire dans notre ville. C'est comme, mais t'as demandé à une machine de te l'écrire, genre. Puis Ça vient du cœur, là, clairement. c'est ça. Mais tu vois, t'as quelqu'un qui. Sa job, c'est de gérer les réseaux sociaux de la ville, qui a probablement été remplacé par ChatGPT. Tu sais. Ça arrive très vite, puis c'est ça. Peu importe si la machine est bonne ou pas, si elle est juste assez bonne, ça va remplacer des jobs. Tu sais, Mais c'est pas, je suis vraiment pas expert là, sur le dossier, mais c'est pas aussi un peu à la source de ce qui se passe à Hollywood aussi avec les grèves puis tout ça en ce moment. Il y avait, c'est une des choses que les syndicats des auteurs demandaient, c'est d'empêcher justement l'utilisation d'intelligence artificielle dans la création de scénarios. Il y avait aussi pour la guilde des acteurs, même chose, là, ils voulaient, les studios voulaient pouvoir utiliser le visage, utiliser le visage puis le mettre sur d'autres corps à perpétuité. Donc tu fais un film puis après ça ils prennent ton visage, tu sais. Mais je pense qu'il y a eu même des contrats là, qui ont été signés, là, des figurants qui, tu sais, hey, je vais faire une job de figuration puis finalement tu signes qu'ils peuvent utiliser ton visage à perpétuité. Tu sais. T'es au cinéma avec ta blonde, tu vois ta face. Tu vois ta face dans tous les films en arrière. Dans Jurassic World, tu te fais pogner par un dinosaure volant. Mais c'est sûr qu'ils vont essayer. C'est sûr qu'ils vont essayer de l'utiliser s'ils peuvent. C'est des corporations. Tu sais, t'as déjà. Il y a une émission de Marvel avec Samuel Jackson, le nom m'échappe, mais le générique a été en partie créé par Midjourney. Là. Ah ouais, hein? Eux autres, ils ont dit que c'était pour donner un look, tu sais, parce que ça marchait thématiquement avec le thème de l'émission, puis mais... C'est aussi cool que ça coûte rien. Mais ça n'a pas été 100% généré par l'intelligence artificielle, mais tu vois, tu sais, ils ont le pied dans la porte de genre, OK, mais là, on est peut-être capable de générer des images avec ça. Ouais. Puis, mais oui. Mais c'est comme Amazon qui est complètement pollué de livres pour enfants qui sont juste générés par ChatGPT et Midjourney. Exactement, tu sais. C'est comme, tu peux publier un livre en 1 heure. Des compagnies de dropshipping qui décident, mettons un gars là, dans son salon en bobette là, qui fait générer un livre pour enfants par ChatGPT puis Midjourney, qui fait imprimer ça à n'importe quel imprimeur, là, ça te prend 2 secondes à trouver ça, puis qui fait un dropshipping par une compagnie qui s'occupe de la logistique. Là. Le gars, il est dans ses bobettes. Là. Il est assis chez eux dans son sol. Il a rien fait. Là. C'est sûr que c'est tellement pollué que ça va devenir de plus en plus difficile de faire avec ça. Là. Mais ouais, t'en as. Là. T'en as déjà. Si tu cherches sur Amazon pour Regenerate Response, tu vas en trouver plein des livres. T'es comme, OK, ça c'est créé par ChatGPT à 100 000 à l'heure. Il y a un gars, quand ChatGPT est sorti... Il a genre demandé à ChatGPT, j'ai dit 100$, puis je veux builder la compagnie jusqu'au plus haut profit, genre. Puis là, il interagissait avec ChatGPT, il disait non, là, ça, t'as pas raison, genre, je propose telle affaire. Puis il faisait un trend sur j'ai arrêté de le suivre après une couple de journées, là, mais à un moment donné, il était rendu quand même loin, là. T'es venu builder son plan d'affaires. Genre là, il disait, hey, en passant de ChatGPT, maintenant que j'ai commencé à faire ça, là, il y a genre 10 000 personnes qui me suivent sur Twitter depuis. Fait que, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis là, ChatGPT disait, je pense que tu devrais commencer à demander à des gens s'ils veulent financer le truc. Fait que là, il était rendu à genre une compagnie, il faisait tout ce que ChatGPT disait, puis il était rendu genre une semaine à de quoi de vraiment solide avec plein d'investisseurs. Là. Je sais pas, il est rendu où, hein? Parce que moi non plus, j'ai arrêté de le suivre, mais je sais que sa compagnie avait généré profit négatif parce qu'il avait investi de l'argent dans des publicités puis tout. Puis la part de ses revenus, c'était justement des gens qui étaient tombés, qui suivaient le trend sur Twitter. Mais c'est que ChatGPT s'en rendait compte aussi que il s'en rendait compte, je veux dire, lui, il disait à ChatGPT qu'il y avait du monde qui followait, fait que ChatGPT, il a comme catché que, OK, mais il y a de l'argent à faire. Des fois, il faisait des pubs, genre, sur Twitter, il faisait genre, fait que là, il y a une pub pour telle compagnie parce que, genre, merci à telle compagnie de financer. Mais ChatGPT, il prenait ça dans son équation. C'est quand même débile. Ouais, ben, tu sais, c'est ça. C'est... Tu sais, là, on disait tantôt que le monde de la crypto a comme baissé, là, c'est le AI, là. Fait que là, tout le monde est là-dessus. Tu le vois, là, les gars qui faisaient des cours d'investissement en crypto sur YouTube, maintenant, là, c'est comment faire 1000$ par jour avec ChatGPT. Mais ça aussi, il y a de quoi de séduisant de participer à la création de quelque chose de nouveau qui va changer le monde. Puis
reste à voir, mais... Mais toi, t'es pas alarmiste, là, clairement, par rapport à ça, mais t'as l'impression que ça va changer le monde? En fait, c'est que je m'inquiète que tu sais, les inquiétudes, c'est comme ChatGPT va remplacer comme tout le monde, puis que ça va être ChatGPT qui va prendre les décisions pour le gouvernement, puis les robots vont nous contrôler, ou quelque chose de même. Alors que le réel risque, c'est que des jobs se fassent remplacer par des ordis qui font pas une si bonne job que ça. Tu sais, tu pourrais t'imaginer un scénario où t'as des compagnies qui disent bon ben le service à la clientèle c'est ChatGPT, puis ChatGPT des fois il donne des mauvaises réponses, il t'aide pas, il comprend pas ta question, mais s'ils veulent parler à un être humain, il faut qu'ils payent un package premium tu sais, c'est comme je m'inquiète que beaucoup de gens auraient accès à des services de mauvaise qualité créés par AI, ou des psychologues virtuels, ou même des consultations de médecins virtuels ou des professeurs de primaire virtuels. Parce que ça coûte rien, ben les pauvres ont accès à ça, puis les gens plus fortunés, ben ils peuvent se payer un médecin, un vrai médecin, un vrai prof, puis un vrai psychologue. Ça, t'as un réel risque de dystopie là. Déjà dans un contexte où les inégalités sociales sont quand même assez fortes là. Puis là, je veux dire, les compagnies cherchent tout le temps à optimiser leurs profits, puis là, ça vient de leur donner un cadeau de dire des choses qu'on pouvait pas faire avant. Même si je disais tantôt que ChatGPT réfléchit pas vraiment, il donne l'illusion de pouvoir réfléchir, puis il fait des choses que les programmes ne pouvaient pas faire avant. Ça va les inciter à essayer de remplacer des gens avec ça, quitte à avoir des services qui sont moins bons, mais as long as it's good enough, ben tu sais, c'est ça. Fait que, je veux dire, risque d'avoir des vraies conséquences, puis aussi pour tout ce qui est fraude, spam, tu sais, d'être capable de dire à ChatGPT de contacter des gens puis d'avoir des conversations avec eux pour les convaincre à t'envoyer de l'argent, tu sais, comme tu sais, des scammers doivent dépenser beaucoup de temps à créer un faux site web. C'est au moins qu'ils sont capables d'écrire leur email du prince. Du prince d'Arabie. C'est ça, le prince nigérien, ouais. C'est ça. Là, c'est même plus le... Ben là, c'est parce que t'as souvent des scammers qui sont, supposons, aux Philippines, ils veulent targeter des Canadiens, tu sais. Ils connaissent pas la culture canadienne, ils parlent pas français ou anglais, ils savent pas... Là, ils ont juste besoin de dire à ChatGPT, dans leur propre langue, écris-moi un article sur une célébrité canadienne qui parle d'un élément d'actualité qui se passe au Canada. On est déjà là. Fait que tu sais, comme... Puis pour des applications de spam puis de scam, des choses comme ça, le fait que ChatGPT est pas super bon, c'est pas un problème. C'est déjà... Le spam, c'est déjà pas... C'est ça, exact. Fait que, c'est déjà meilleur que ce que les autres faisaient là, à base. Puis ça, on le voit déjà. Juste ça, pour de vrai, on le voit déjà. On travaille là-dessus. Je peux pas trop en parler, mais on le voit déjà qu'il y a des gens qui utilisent ces outils-là pour essayer d'aller arnaquer des gens. Pour eux, le seul obstacle pour les scammers et les spammers, c'était que ça prenait du temps et de l'argent créer du contenu. Écrire un article, fallait que tu t'engages quelqu'un sur Fiverr pour écrire un article de journal. Fallait que tu trouves des photos. Puis là, maintenant, plus besoin de ça. Ils n'ont plus besoin de rien payer. Ils ont besoin de payer un abonnement à ChatGPT à genre 20$ par mois, puis ils peuvent générer infini de contenu infiniment rapidement. Puis non seulement ça, créer des chatbots que tu plugues dans l'API de ChatGPT, puis ChatGPT va parler à ta victime pour toi. Fait que ça, c'est des choses qui sont vraiment inquiétantes. Puis c'est ça le problème, c'est qu'on s'égare peut-être un peu en regardant trop loin dans le futur, en disant « Ah, mais là, ChatGPT, là, ça va complètement changer toutes les industries. » C'est comme, ouais, mais il y a déjà des conséquences maintenant, là, puis ça s'en vient très, très, très rapidement. C'est ça, on n'est pas rendu à Skynet, mais ça s'en vient. Ça s'en vient bientôt. Mais, puis tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu le même problème aussi qu'avec les multinationales, justement, qu'on parlait plutôt comme Meta ou comme Google, puis tout ça, c'est que, d'un, la technologie est tout le temps... en avance sur la compréhension du citoyen moyen puis des gouvernements aussi. Donc, quand c'est le temps de légiférer ou d'encadrer, il est tout le temps trop tard parce que ça a déjà pris tellement d'ampleur. Mais c'est un peu la même chose. Là, en ce moment, on dirait qu'il faudrait encadrer ça, mais c'est comme l'oiseau c'est déjà envolé. Là. Puis c'est pas juste ça, c'est aussi... Mais là, si on encadre trop ça... on va freiner l'innovation. Est-ce que tu veux vraiment que... Supposons que tu fais une loi au Canada là, qui bannit l'intelligence artificielle. Farfelu, là, mais
Mais là, tu te retrouves que la Chine, les États-Unis, puis l'Inde, eux autres travaillent sur l'intelligence artificielle, puis nous non. Fait qu'on va avoir un déficit technologique envers les autres pays. Puis genre, tu sais, si c'est la nouvelle chose qui va changer le monde, est-ce qu'on veut vraiment mettre des bâtons dans les roues? Puis tu sais, c'est extrêmement difficile. Puis comme tu dis, même au niveau de la compréhension de ces outils-là, pour la population puis pour les politiciens aussi, souvent la technologie va bien plus rapidement qu'on est capable même de savoir ce qui se passe. Puis de demander à des politiciens, je sais pas si tu as déjà écouté des politiciens poser des questions juste à Mark Zuckerberg au Congrès américain, puis t'es comme... Ces gens-là sont responsables de légiférer sur la crypto, sur l'intelligence artificielle, sur les réseaux sociaux, sur les autos qui se conduisent tout seuls. C'est comme, ouf, il y a du chemin à faire. Ouais, ça, c'était farfelu à un bon niveau, là. Le gars de TikTok aussi, là, quand il est allé aux États-Unis, là. C'est fou, là. Merci beaucoup. Merci. C'était super. On va te recevoir dans 3 ans, puis on va espérer que... On va espérer que ton optimisme. Non, vous allez cloner ma voix. Puis, ouais, c'est ça, on n'aura plus besoin. Vous enverrez mes réponses par courriel, puis vous les générez. On veut juste générer des podcasts, dans le fond. Non, on n'a plus besoin. Là. Ah, les gars, vous avez arrêté de faire du vidéo. Ouais. No stress. Mais deepfake, là. Du deepfake. Deepfake, puis générer. Pour vrai, notre voix existe tellement déjà sur le web que genre, c'est vraiment probablement facile. dit tous les mots. Tu sais que ça prend une minute, hein. À faire? Ouais, avec Eleven Labs, là. Okay. 1 minute. On l'a fait avec notre animateur Alexis de Lanceur. 1 minute d'audio, puis on a pu générer sa voix. Puis faire dire n'importe quoi? Ouais, tu sais, il y a des paramètres, puis c'est un accent français, mais assez surprenant. Genre. Ah ouais. 1 minute d'audio, fait que vous autres, vous avez des heures et des heures et des heures d'audio. Oublie ça. Crime, ce serait incroyable. Je pourrais dire de couper toutes les tissés puis les genres que je dis en général, je parlerais encore mieux. C'est incroyable. Merci beaucoup. Hey, ciao. Merci.